And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Oui, bonjour mes chers amis. Écoutez, avant ce débat du dimanche, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de ces chaînes qui étaient appelées à disparaître. Alors, nous avions envoyé un mail à LCP qui avait demandé notre suppression, Argan, qui n'avait pas le droit, il n'avait aucun droit d'auteur sur les discours de Madame von der Leyen. Et voilà ce qu'ils me répondent. Vous avez repris des images provenant de la chaîne LCP, Assemblée nationale. Le logo de la chaîne apparaît clairement sur les images, attestant leur provenance. D'accord, mais ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas les droits d'auteur sur ces diffusions. Alors, nous vous rappelons que vous n'êtes pas autorisé à utiliser ou à diffuser des contenus issus de la chaîne LCP. Cependant, dans la mesure où il s'agit de la première infraction constatée de votre part, nous vous proposons à titre exceptionnel de retirer l'avertissement des droits d'auteur si vous supprimez rapidement les vidéos concernées. Alors, moi, elles sont supprimées dès le début. Enfin, elles ont été supprimées très rapidement. Donc moi, je m'étonne que les chaînes soient toujours dans cet état, car je vois sur YouTube que les chaînes vont toujours disparaître le 25. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir un miracle. Mais alors, à ce moment-là, moi, je prendrai, c'est fini. YouTube, c'est bien, mais il faut avoir d'autres canaux. Alors, moi, je vous recommande d'aller sur Patreon et sur X pour voir de toute façon toutes mes vidéos. Eh bien, écoutez, mes chers amis, maintenant, le débat du dimanche. Au revoir. Bonjour à tous. Ah, Tatiana se barre. Qu'est-ce qui se passe? Tatiana, oui, ça va? Tu vas bien? Oui. Ah bon. Tu vas bien? Oui, très bien. Michel, tu vas bien? Ça va, juste à avoir un peu enroué, mais ça va. Ouais, ben moi, pas du tout, hein. Moi, je ne vais pas du tout. Je viens de recevoir un mail me disant: votre chaîne YouTube sera clôturée le 25 septembre 2025. Votre chaîne, alors c'est ma deuxième chaîne, sera clôturée le 25 septembre avec toutes les chaînes associées, c'est-à-dire ma chaîne avec 133 000 abonnés. Bravo, bravo YouTube. Ben parce que qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche d'avoir diffusé une vidéo de Van der Leyen. Et Poutine? Avec Poutine? Non, Une vidéo avec Poutine? non. Parce que qu'est-ce que ça peut être comme truc pour qu'on te coupe ta Van chaîne? der Tu as Leyen, demandé. avec Van der Leyen. Non, Si, non. en train de dire, nous allons mater la Russie. Nous allons faire la guerre à la C'est une Russie. incitation à la guerre. C'est normal qu'on te coupe les chaînes. C'est une incitation à la guerre. Voilà. Et je suis sûre qu'à Van der Leyen, elle aussi, toutes ses chaînes sont coupées. Ah ben, c'est normal. Ah non, mais YouTube, elle est très stricte là-dessus. Donc, si Van der Leyen, elle garde ses chaînes, ce que ça, c'est la fin du monde. Non, parce que c'est vrai que c'est une vraie incitation à la guerre. Bravo Alors, YouTube, merci. Non, mais c'est dramatique. violation de droits d'auteur. On vient de regarder, je viens de regarder avec Michel, les droits d'auteur ne sont pas appliqués à l'Union européenne, au discours de Mme von der Leyen. Bon, alors, eh bien, tant pis. On va aller sur X, on va aller sur Patreon, et puis on va essayer d'ouvrir d'autres trucs. Voilà. On va aller sur YouTube. Moi, vraiment, ça fait... Alors, combien de temps Ouais. que je joue au Ça journaliste? compte.
Je joue au journaliste depuis 50 et quelques années. C'est ça. J'ai fait la guerre du Vietnam, j'ai fait la guerre de Bosnie, j'ai fait la guerre du Liban, j'ai fait la guerre d'Irak, j'ai fait toutes les guerres jusqu'à la guerre de Libye. Et on est en train de me dire, là, vous n'avez pas le droit de mettre Ursula. Bon, ben oui, peut-être. En Voilà. citation, ça doit être ça. Eh bien, nous allons ailleurs. Bon, à part ça, Tatiana, ça va, toi? Ben, moi, ça va. Moi, je suis dans un pays d'ogre sanguinaire, donc tout va bien. Mais Je me sens en sécurité. est-ce que ce pays d'ogres sanguinaires se ferme un peu ou pas? Oui, enfin, et oui et non. C'est bon, les rapports avec le monde extérieur sont de plus en plus compliqués. WhatsApp fonctionne, mais juste pour appel. Donc, on peut plus avoir passé les vidéos. Et encore, il fonctionne, mais avec un VPN. Donc, sinon, il est totalement bloqué. Et toute l'informatique que j'ai récente qui vient de l'Occident ne fonctionne pas. J'arrive pas à la faire connecter. Voilà. Donc, mes vieux téléphones et mes vieilles tablettes fonctionnent. J'arrive à mettre un VPN. Sinon, c'est totalement bloqué. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Mais c'est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, si on veut avoir un visa pour venir à Moscou, c'est toujours possible. Mais les nombres de pages à remplir, on va dire, peut-être, allez, je dis, allez, je dirais peut-être pas triplé, mais doublé, c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai, maintenant aussi, quand on veut ouvrir son compte à la banque ou si on veut avoir un téléphone, il faut absolument qu'on crée, enfin, il faut qu'on dépose nos données biométriques. Voilà, sinon ça marche pas. L'identité, Donc, aussi, finalement, il se referme, on dit, il se prépare à quelque chose. Voilà, c'est inquiétant. Michel? Bon, chez nous, on n'a pas d'ogre ici, donc ça va. La situation est plutôt acceptable. Disons qu'on se gratte un peu la tête avec la situation vis-à-vis de notre cher voisin, qui, avec les droits douaniers qu'il impose, qui impactent l'économie canadienne. Mais sinon, en dehors de ça, on reste ouvert. Juste peut-être signaler qu'il y a une journaliste qui a été suspendue parce qu'elle avait repris un peu un élément sur les propos du président Trump qui expliquait que Charlie Kirk, la situation de Charlie Kirk a été médiatisée pour orienter les choses dans une certaine direction. Elle a évoqué l'influence du lobby israélien et ça lui a posé des problèmes. Donc, on l'a suspendu. Euh, la chaîne s'est excusée qu'il y aurait eu des propos antisémitiques. Donc c'est un peu ça, c'est qui est un peu là sur le moment. Ouais, ça se tend un peu. Oui, oui, moi j'avais repris justement Stéphane Bureau qui en parlait, justement, qui parlait de cette femme. Oui. Ouais. Ouais. Ti? L'avantage en Russie, c'est qu'on peut parler sur ce sujet assez librement. Disons aussi librement dans les deux sens. On reconnaît très bien tout tout le désastre de ce qui a eu lieu justement pendant la Seconde Guerre mondiale et on fait très attention à l'antisémitisme et on sépare vraiment bien l'antisémitisme et l'antisionisme en disant que c'est les deux choses différentes et qu'il ne faut pas confondre le pays et le régime, comment dire, aujourd'hui actuel de Bibi et le peuple élu, comment dire. Donc, il faut bien distinguer et en Occident, on a parfois l'impression que les deux se mélangent et que très vite, on peut devenir, on va dire, antisémite par réflexe en vouloir au tout le peuple, alors qu'il n'y a que quelques personnes qui sont responsables. Mais ça, c'est une tendance, comment dire, assez humaine. Voilà. Donc en Russie, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus est ouvert.
Donc, on peut facilement dire son mécontentement sans se faire traiter d'antisémite. Et en même temps, on peut tout à fait soutenir, on va dire, ce peuple sans dire qu'on soutient le régime. Vous voyez? Les deux choses sont séparées, pour ça, c'est plus clair. Ti, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, pour entrer en Russie maintenant, il y a des mesures, comme dit Tatiana, je trouve que c'est normal. C'est normal, parce que tout l'Occident se mobilise contre ce pays et diaboliser ce pays depuis 3 ans et demi. Tandis qu'au Vietnam, vous pouvez venir quand vous voulez. Il y a, oui, 45 jours sans visa. Ah Et bon? vous êtes Oui. accueillis comme des héros. Et les Vietnamiens sont très accueillants, donc il n'y a pas de souci. Mais si les Vietnamiens veulent venir en France, c'est encore pire s'ils veulent venir aux États-Unis. Alors, il faut payer une caution qui est très très forte. Hein. Et si vous restez là-bas, vous risquez d'aller en prison ou attrapé par la police de Trump, ou bien vous rentrez au Vietnam, vous ne voyez plus la couleur de la caution. Et la caution, ça peut aller jusqu'aux 15 000 euros. Oh. Voilà, voilà. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Hein. Et maintenant, en ce qui concerne l'antisémitisme, au Vietnam, tout le monde dit que Netanyahu, c'est un méchant. Tout le monde le dit. Dans Hmm. la rue, au téléphone, etc., etc. Hein. Il n'y a pas de souci qu'on dit que Netanyahu, c'est un méchant. Hmm. Voilà, donc c'est pas comme ici, si on dit quelque chose, Netanyahu, ça y est, on est classé tout de suite antisémite. Moi, je trouve que Hmm. c'est quand même bizarre. Tandis que, est-ce que les Vietnamiens, ils sont pro-Poutine ou pas? Je dis qu'ils sont pro la Russie. Parce que ils ont montré encore il y a quelques jours que le premier président d'un pays aussi grand que la Russie, donc M. Poutine, était venu à Hanoï, a été allé voir Ho Chi Minh dans son cercueil. Ah, vous voyez, c'est le premier président du monde. Parce que Trump était au Vietnam, il n'était pas allé voir Ho Chi Minh. Macron était venu, mais il n'était pas allé voir le cercueil de Ho Chi Minh dans le mausolée. Vous voyez, Poutine était venu. Ensuite, ils ont dit toujours que nous avons un pays maintenant, c'est grâce à l'Union soviétique. Donc, on n'est pas des ingrats. Donc, voilà. Donc, ils ne disent pas qu'ils vont aider Poutine pour combattre les Ukrainiens, mais ils disent seulement que les Ukrainiens sont des ingrats. Parce que je vous raconte une histoire. En 2023, une ambassadrice au Vietnam, à Hanoï, qui disait dans un interview, qui disait, vous les Vietnamiens, si vous n'allez pas nous aider pour combattre la Russie, eh ben, si un jour le Vietnam va être attaqué par la Chine, on ne va pas vous aider. Alors, les Vietnamiens, ils ont réagi tout de suite, 24 heures. Ils ont dit qu'il faut que cette dame aille chez elle, parce que c'est pas un diplomate. Eh ben, ils l'ont remplacé 48 heures plus tard. Voilà. Donc, nous, quand même, communistes ou pas communistes, mais on est plus libre quand même, hein, pour Netanyahu et pour Poutine. Hein. Hmm. Bon, eh bien, nous allons... Hop, alors... L'aide internationale au niveau français et au niveau européen finit par nous coûter extrêmement cher. Je veux dire, aujourd'hui, je vous rappelle par exemple un acte concret, il y aura des manifestations d'agriculteurs. Cette semaine, c'est passé un peu inaperçu. Le commissaire européen a annoncé que pour le programme 2026-2032, les aides de la politique agricole commune seraient réduites de 30%. 30%. Et qu'est-ce qui donne comme motif? Que l'Union européenne est en situation aujourd'hui où elle ne peut pas tout financer. Ben oui, ben voilà. En même temps, écoutez, moi je préfère qu'on finance nos agriculteurs. La France est quand même une des bénéficiaires de la PAC. On peut pas, ça, vous pouvez pas La le renier. France est bénéficiaire de la PAC parce qu'elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Attendez, vous savez très bien, vous connaissez le dossier. La France donne en moyenne chaque année 10 milliards de plus que ce qu'elle touche. Alors, madame, si vous me donnez 100 euros,
je suis prêt à vous payer le petit déjeuner à 20 euros. Donc Voilà. on rentre dans C'est la un peu ce politique qui de se passe. Margaret Thatcher à dire I want my money back, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, vous demandez une politique de rendement au sein de l'Union européenne, mais ça, c'est pas dans les traités, ça vous pouvez pas demain décréter j'enlève 50%. Mais on n'a jamais de la demandé. On contribution. n'a jamais Si vous demandé. demandez une baisse de 50% de Marine Le Pen n'a jamais demandé à ce qu'on arrête de payer. Non, On dit 50% simplement de baisse. qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'exploser. Excusez-moi, c'est pas le sujet, mais pour supporter l'Ukraine, Ouais. on est en train de s'endetter jusqu'au cou. Regardez les rapports de la Cour européenne des comptes, et tout ça, on va finir par le payer très très cher. Sauf que on peut pas à la fois aider l'Ukraine, aider les Européens, aider le reste du monde. Donc il faut arrêter d'aider l'Ukraine? Il faut. Faut arrêter d'aider l'Ukraine. C'est incroyable, hein. On paye plus, enfin, nos agriculteurs, on va leur piquer du pognon, enfin, ne pas leur donner du pognon, et on donne des milliards et des milliards à Zelensky. C'est fou, hein. La journaliste met en avant les traités européens. Les traités européens ne prévoient pas aide à un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Les traités européens ne prévoient pas une économie, on va dire, financière commune. Il n'y a pas de finances communes. À l'Union européenne, on n'a pas normalement à avoir des emprunts européens. On a fait ça urgemment pendant le petit virus qui circulait, on va dire, en Europe et dans le monde, en disant qu'il y avait l'urgence, on allait contre les traités. On n'a pas à avoir des emprunts européens. Le traité européen ne permet pas d'avoir une armée européenne. On n'a pas à se militariser au niveau européen. Les traités européens ne prévoient ça. À la base, c'est une communauté économique. Oui, ça, c'est ça. Donc, déjà, à la base, je veux dire, les traités européens, ils sont complètement bafoués sur plusieurs critères depuis des années. Donc, quelqu'un qui s'oppose en mettant telle et telle chose en avant, en disant les traités européens, ceci et cela, non. Les traités européens sont bafoués depuis des années. Et aujourd'hui, oui, l'Europe, donc la communauté européenne, doit se priver pour un pays qu'il faut soutenir à tout prix qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, encore une fois, c'est totalement en dehors de clou. Michel? Bon, c'est quand même surprenant de voir que l'Union européenne est en train de s'investir autant pour l'Ukraine alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Je suis tout à fait d'accord avec Tatiana à ce sujet. C'est d'autant plus surprenant que l'Union européenne semble favoriser quelqu'un qui n'est pas de l'Union européenne, tout en le faisant au détriment de ceux qui sont censés être ses bénéficiaires, c'est-à-dire les nations qui font partie de l'Union européenne. Quand on voit tout ce qui se passe, que ce soit les décrets avec les États-Unis sur les tarifs douaniers, que ce soit le Mercosur avec les pays d'Amérique latine, que ce soit encore le dernier train de sanctions qu'ils veulent voter sur l'énergie russe. Encore une fois, on a l'impression que l'Union européenne travaille contre ses propres intérêts et le fait sciemment. C'est comme quelqu'un qui serait sur une branche et qui va scier la branche sur laquelle il est installé, en se disant, il faut couper cette branche ici, mais en oubliant que quand la branche va tomber, ben, toi aussi tu vas tomber. Et je suis d'accord avec M. Mariani qui dit que l'Europe est en train de se mettre dans une situation où elle va se retrouver dans des sérieux problèmes et beaucoup de gens vont tomber de haut parce que apparemment, c'est comme si jamais on va dans la direction, mais on se dit, bon, allons-y, on verra bien ce qui va arriver, alors que visiblement, on va droit vers le mur. Oui, Michel, et puis quand même, depuis 3 ans, on voit justement tout se dégrader. Oui. Absolument tout. Le pétrole n'est plus là, le gaz n'est plus là, et tout flambe en Europe. Oui, sans compter que le pays assisté, c'est le même pays, si jamais on s'en tient au dernier narratif,
qui serait à la base de la destruction de Nord Stream, qui est les intérêts des Européens. Donc, ce sont les gens qui jouent en votre défaveur, mais vous êtes là pour dire, c'est pas grave, on va quand même vous soutenir. Il y Oui, a beaucoup de choses illogiques qui se passent. Il y a des pouvoirs qui ont été donnés à des personnes qui vont au-delà de ceux qu'ils sont censés faire. Je vois la situation de Madame van der Leyen. Je m'excuse, elle n'a été votée par personne, mais c'est elle qui dicte la loi et sur tout le monde et tous les pays souverains, soi-disant, se plient à cela. c'est complètement incroyable. Je trouve ça complètement incroyable. Et tu as raison, c'est donc soi-disant Zelensky, enfin, des hommes de Zelensky qui ont fait sauter donc le tube. Mhm. Eh bien non, 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 personne n'en parle. Si, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je pense exactement ce que viennent de dire Michel et Tatiana, mais seulement je voulais juste vous dire que ce que les Vietnamiens pensent de cette Union européenne, c'est peut-être intéressant, hein. Les Vietnamiens disent que l'Union européenne, c'est des clowns, hein. C'est des clowns ou c'est des marionnettes, parce que chez nous, au Vietnam, il y a un jeu marionnette dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein. C'est très, très connu dans le monde, là, hein. Voilà, donc les Européens, c'est comme des marionnettes dans l'eau. Et le maître, c'est à Washington. Alors, il explique pourquoi. Ils disent que parce que la crainte de la Russie, c'est les Américains qui ont créé, hein, cette crainte, hein. Les Vietnamiens disent qu'il ne faut pas dire que les Européens, ils sont dépendants. Le mot dépendant n'est pas juste. Ils sont des esclaves. Ah oui, ils ont les mots assez durs, hein. Ah, ça, je peux vous le dire, hein. Voilà. Et premièrement, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils disent de Zelensky? Ils ont dit que Zelensky, effectivement, l'autre jour, Tatiana l'a dit que c'est un pauvre mec. Il risque la mort. Oui, il risque la mort. Les Vietnamiens disent aussi. Ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la mort de Zelensky. Deux personnes qui ne veulent pas la mort de Zelensky, c'est Trump et Poutine. C'est ce que les Vietnamiens disent, hein. Ah, écoutez, moi je répète ce qu'ils disent, hein. Et maintenant, c'est qu'on paye à un type qui est incapable, qui n'est même pas légitime et qui arrête pas de nous manipuler. Voilà. Donc ce type-là, franchement, je ne veux plus le voir. Et voilà. Et puis on paye pour un pays qui est le plus corrompu de l'Europe, deuxième ou troisième place, hein, corrompu de l'Europe. Et que les Vénézuéliens disent aussi que les Américains, ils ont choisi les partenaires, hein, parce que la guerre du Vietnam, c'était un peu aussi par procuration. Le régime saigonais, je ne dis pas tous, mais la plupart étaient corrompus, hein, incapables. Parce que moi, je connaissais les Vietnamiens pendant la guerre. Ils sont venus en France pour faire des études. Et puis, ils avaient des monstres et puis des voitures, hein. Ce sont des gens qui étaient boursiers. Et tandis que le pays a été en guerre contre le Nord, hein. Vous voyez? Philippe, écoute, peut-être tu as vu Non, non, autre non, chose, hein, Philippe. je suis d'accord avec Écoute, toi. je Non, respecte, je franchement, respecte ce que tu veux dire. Mais moi, non, je vois de l'autre côté. oui, Parce que Zelensky et le gouvernement saigonais, il y a beaucoup de points communs, hein. Bah, parce qu'il y a un mec, hein, qui est parti du Vietnam en 1975, il y avait tellement l'or dans le hélico que le hélico était tombé en Thaïlande, hein. Vous voyez, donc Zelensky, c'est pareil. Mais le problème, c'est que les Américains, quand ils décident un jour que ce mec-là va être tué, ben il va être tué, c'est tout. C'est comme Ngo Dinh Diem au Vietnam en 1964 ou 63, je ne me souviens plus. Donc Zelensky attend son heure, voilà, et ça doit être très très sombre. Ce oui, n'est pas non plus une chose inhabituelle au niveau des différents gouvernements américains, hein, d'utiliser certains pays ou certains groupes pour atteindre leurs objectifs. Et une fois que ils n'ont plus besoin de vous, ils se débarrassent de vous. Moi, je me souviens une situation qui était arrivée au Zaïre de l'époque, quand Mobutu était encore président. L'ambassadeur, vous vous rendez compte, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui va dire au président Mobutu
vous devez quitter votre poste et partir parce que si vous ne le faites pas, à la fin de la journée, votre cadavre sera ramassé sur les rues de Kinshasa. Et pourtant, Mobutu, c'était l'homme des États-Unis depuis L'homme les des... années 60. Oui, d'accord, mais après, les États-Unis ont voulu le déboulonner parce qu'il était avant tout du côté des Français. Et donc, ils Bon, ont voulu... ils ont voulu le déboulonner pour plusieurs raisons, parce qu'il n'était pas vraiment, il n'était plus aussi utile que ceux qu'ils avaient mis à la place, ceux qui ont pris la place par la suite. Le président Kagame du Rwanda, les différents groupes rebelles qui ont attaqué le Zaïre à l'époque pour pouvoir prendre le pouvoir. Il y avait des contrats de 1 milliard qui avaient été signés alors que le pays était encore en période de guerre, etc. Ils travaillent pour leurs propres intérêts et je crois que même les gens du Qatar en savent quelque chose. Se faire protéger par les États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui peut facilement du jour au lendemain changer Eh oui. sans que vous soyez prévenu et vous vous retrouvez devant des faits accomplis. Donc moi, ça ne me surprend pas. Non. J'ai quand même une petite précision. Bon, je ne veux pas du tout dire du bien des États-Unis, hein. Dieu me protège de ça, hein. Non. Parce qu'ils font des choses Mais de bien, il faut le dire. non, mais écoute, je n'en trouve pas aujourd'hui. Désolée. Donc voilà. Et en plus, dans cette affaire-là, j'aurais du mal. Mais quand même, je pense que l'affaire ukrainienne, c'est pas vraiment une affaire américaine. Je pense que comment te dire, on parle de nations et on parle des personnes. Il y avait donc dans le Parti démocratique des personnes qui avaient et qui ont toujours les intérêts personnels, on va dire les actifs personnels en Ukraine. Donc, ils vont mener la direction dans tel et tel sens parce que ce sont leurs affaires perso. Mais en tant qu'on va dire papy, mais bon, on parle plus de pays maintenant parce que maintenant, en Occident, c'est les corporations qui dirigent tout. Donc, on va dire plutôt qu'une corporation. Donc, l'étiquette collée dessus, c'est la Grande-Bretagne. Je pense que c'est cela qui est en train de vraiment avoir, comment dire, je pense que c'est plutôt elle qui a investi dans cette affaire-là. Je pense que c'est vraiment les oreilles de Britanniques qui prennent derrière les affaires ukrainiennes. Et d'ailleurs, Zelensky, il est protégé, je veux dire, sa garde est reprochée, elle vient de la Grande-Bretagne. C'est des Britanniques qui le protègent. Donc, c'est pas si simple que ça à tuer. Et le jour où effectivement il sera mort, il est fort probable que c'est les Britanniques qui le tueront. Aujourd'hui, il se passe quand même une chose formidable. Au moment où Trump était donc à Londres, à manger des petits fours avec le roi, en Ukraine, ils ont ratifié, donc la Rada ukrainienne a ratifié l'accord passé avec les Britanniques dans lequel donc l'Ukraine devient un territoire qui donc appartient à la Grande-Bretagne au moins pour 100 ans. Donc, tous les accords qui étaient signés avec Trump pour toutes leurs affaires de terres rares ou toutes les autres ressources, aujourd'hui, je veux dire, c'est mis en parallèle avec la Grande-Bretagne. Ça a été rectifié, je crois que hier ou avant-hier, au moment où Trump était donc à Londres, Rada a rectifié l'accord qui était signé avec la Grande-Bretagne, Tu es entre sûr la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Oui, je suis sûr. Ça a été il ratifié. s'agissait d'appartenir à l'Angleterre? Non. C'est un accord, donc il y a énormément de détails qu'on ne connaît pas. Rada n'a pas pu obtenir sur quoi ça a été signé, mais en tout cas, il y a un accord dans lequel la Grande-Bretagne peut utiliser, elle peut se servir, c'est Comme, un petit peu comme, Tatiana, comme les Américains ont fait avec Zelensky. Ils peuvent. c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la même chose est vendue deux fois. C'est presque le même accord qui était signé avec les Américains qu'avec la Grande-Bretagne. Les deux peuvent prétendre exactement à la Eh, même chose et c'est quand même très Tatiana, surprenant. ta source, c'est quoi? Tu l'as vu où? La source, c'est une source ukrainienne. C'est plusieurs sources ukrainiennes qui en ont parlé. Parce que je ne l'ai pas vu dans le Kiev Post ni dans. Non, 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 non. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne ressortent pas. Donc, Rada, c'est les sources ukrainiennes qui ont dit
en catimini, enfin entre guillemets, le temps que tout le monde se concentre sur le voyage de Trump à Londres, ça a été rectifié. Donc l'accord qui était signé entre Zelensky et la Grande-Bretagne, c'était juste après que le prince Harry est venu là-bas. Voilà. Je pense que si jamais il y a des accords de coopération entre c'est comme ça que ça va être présenté, accords de coopération où les uns vont apporter quelque chose aux autres, quoique il y a les uns qui recevront plus que les autres. Mais dans le cadre des accords de coopération, l'Ukraine est libre de signer des accords avec plusieurs partenaires, sans que nécessairement cela puisse empiéter sur l'autre. Mais là, ce qui est important, c'est qu'une fois que Zelensky et Rada signent ces accords-là avec Britanniques, Trump se retrouve dans une position où il n'a aucun intérêt de reconnaître légitimité de Zelensky. En ne reconnaissant pas sa légitimité, il ne reconnaît pas légitimité de ces accords. Donc, c'est comment dire, c'est à suivre, mais c'est assez, ça me surprend pas de la part des Ukrainiens, mais bon, après. C'est quelque chose qui déjà apparaissait en filigrane depuis plusieurs mois, où le président Trump a laissé entendre qu'il fallait vérifier aussi la légitimité, s'il devait y avoir un accord entre l'Ukraine et la Russie sur la légitimité du président Zelensky. Donc, c'est quelque chose qui était déjà plus ou moins souligné en filigrane. Oui, mais l'accord de légitimité de Zelensky dépend des documents qu'il signe et de l'avantage vers qui ces documents signés vont aller. Donc, c'est assez, c'est limite rigolo, voilà. Donc, ça peut être un accord aussi entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Écoute, l'accord en question, il était donc signé, ça fait quelques mois, entre la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Il n'était pas ratifié. Donc, ils ont fait rectifier, donc ils ont fait signer l'accord entre les Américains et l'Ukraine, donc et Zelensky, donc avec toutes les ressources, qui était lui ratifié par Rada d'une façon un peu, on va dire, un peu rapide. Et là, ils ont ratifié l'accord qui était signé entre les Britanniques et l'Ukraine. Donc, du coup, ils se trouvent exactement au même niveau. Ça a été aussi bien signé par Zelensky que ratifié par Rada, les deux. Parce qu'avant, donc, l'accord de Britannique n'était pas ratifié par Rada. Il était juste signé avec Zelensky. Est-ce que l'accord avec les Américains a été ratifié? Pas encore. Oui, il était ratifié avant. Ah bon? Oui, il était rectifié assez rapidement, c'est-à-dire que limite, on les a forcés, enfin, ce qu'on dit, on dit que ça a été rectifié, mais dans la foulée. Donc, du coup, je disais, oui, c'est intéressant parce que du coup, l'accord qui était signé avec la Grande-Bretagne, lui, était signé par Zelensky, mais pas rectifié par Rada, parce que Rada, il voulait voir ce qui est écrit dedans. On l'a dit, bah, vous n'avez pas à le savoir. Vous le rectifiez, point. Et ça a été rectifié après que le prince Harry est venu là-bas. Voilà. Donc maintenant, ça a été rectifié. C'est un accord de 100 ans, apparemment, de partenariat. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop. Bon. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Alors, à propos de Trump. I'm disappointed in Putin, I'll tell you. I'm very disappointed in him. I settled 7 wars at least, but I settled 7 wars, all of which they said were not settlable. And I got them done. And, you know, the ones I'm not going to bore you going over a long list, but they were wars that were very tough to settle. Yeah. Even the Congo in Africa, Rwanda, going on for many, many years, almost 10 million people killed, settled. Got them all done, and the one I thought was going to be easiest was going to be Russia-Ukraine because of my relationship with President Putin. So I'm disappointed. If you listen to some people, the ones like in Poland were shot down and they fell into Polish territory, but they shouldn't have been that close anyway. They were drones. And do you think it was a mistake? The Polish Prime Minister said it was not a mistake, that they were intentionally into Polish territory. I can't comment on whether it was a mistake or not. They shouldn't have been there, let's face it. But supposedly they were
disabled. Yeah. You know, they disable drones today. That's the great attack on a drone is disabling it, and they fall all over the place. So let's hope it was that. I mean, I'd like to think the better, but I'm very disappointed in that. I thought that would be the easiest of all of them to get done, and it turns out to be the most difficult. The relationship between President Putin and President Zelensky is a horrible one. I mean, you know, it's a lot to do with relationships. They truly dislike each other. I want to use that word rather than a stronger word, but they really do. They hate each other. Eh oui, ils se détestent vraiment. Dis donc, est-ce qu'il disait la vérité, Michel, Monsieur Trump? Non, il dit qu'il a réglé le problème de la guerre au Congo. C'est pas vrai. Il continue toujours. Oui, 7. Dans la situation de la guerre au Congo, c'est pas vrai. On continue toujours de se battre, on continue toujours de tuer des personnes de ce côté-là, on continue de déplacer des populations, on continue de violer des femmes, on continue d'amener des destructions. Donc, il présente ça comme étant quelque chose qui a été signé, réglé, mais il n'y a rien de réglé sur le terrain. La situation reste semblable à celle qu'il y avait auparavant. Donc, c'est déjà quelque chose qui est déplacé. Bon, dire que la situation entre l'Ukraine et la Russie, c'était quelque chose qu'il espérait facilement régler. Je pense qu'il a deux discours. Il a le discours qu'il présente sur la place publique pour rester dans une certaine logique. Mais je pense que entre eux en particulier, le président Poutine et le président Trump, ils ont déjà parlé, ils ont déjà réglé comment les choses vont se dérouler. Il faudrait juste entretenir un certain discours pour sauver la face, mais sinon, de ce côté-là, le match est déjà terminé. Le dernier coup de sifflet a déjà été donné. Donc là, on est juste en train de regarder en différé quelque chose qui a déjà été conclu. Mais en tout cas, c'est très mignon quand il dit qu'il pensait que Poutine, parce que justement, ils ont des bonnes relations tous les deux, à arrêter une guerre. Voilà. Donc maintenant, les guerres, on les commence, on les finisse, parce qu'on a une sympathie ou pas vers Monsieur Trump. Voilà, je ne le savais pas, mais tu vois, par exemple, hier, je me suis engueulée avec ma voisine. Et ça, c'est très dommage parce que enfin, si M. Trump a intervenu en disant que, écoutez, moi, j'ai toute une sympathie pour telle et telle personne, donc pour me faire plaisir, ne vous disputez pas, on ne sera peut-être pas disputé. C'est comme ça. Trump, c'est comment dire, on arrête des guerres pour les faire plaisir. C'est complètement de tralala, pas possible, quoi. Je veux dire, je suis d'accord avec Michel. Tout ça, c'est du remplissage. Encore une fois, M. Trump est déçu par Poutine. Oh, le pauvre chou, le pauvre chou. Il aura du mal à manger cette petite omelette le matin. Oh là là. En fait, pour faire court, il dit n'importe quoi. Non, il ne dit pas n'importe quoi. Il remplit l'espace médiatique. Il y a beaucoup de gens qui remplissent l'espace médiatique et qui disent, parfois, qui disent n'importe quoi. Lui, il dit pas n'importe quoi. Il dit rien, ce qui est quand même déjà pas mal. Il arrive à remplir un espace médiatique en disant rien. Il y a des gens, ben, comme ta copine, ma jumelle maléfique, pour laquelle dans quelques jours tu n'auras plus aucune chaîne, elle dit n'importe quoi. Tu vois la différence? Voilà. Si, qu'est-ce que tu en penses Lui, il remplit l'espace, il essaie de dire des choses en disant rien. C'est aussi un talent, hein. Je veux bien croire ce que disait Michel, qu'entre Trump et Poutine, il y a un deal. Hein. Je veux bien le croire et j'espère qu'il y a un deal. Mais j'ai quand même un gros doute. Parce que pour moi, la nature de Washington, je ne parle pas le peuple américain, la nature de Washington, c'est de maintenir les guerres. Hein. Et si maintenant, vraiment, il a fait un deal avec Poutine, et pourquoi il laisse encore les gens mourir? De deux côtés. Il ne faut pas oublier que les Russes meurent aussi. Peut-être un peu moins que les Ukrainiens, mais les deux peuples meurent aussi. Voilà, donc Trump, peut-être, c'est l'un des présidents qui est le moins guerrier que les autres. Hein. Mais ce ne veut pas dire qu'un tigre se change en chat
si facilement. Parce qu'il doit suivre quand même une politique américaine, c'est de maintenir les guerres dans le monde. Hein. Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir un grand pays qui n'est plus gendarme du monde? Voilà. Donc, cette guerre-là dure encore. Je ne crois pas que ça va terminer d'ici au printemps 2026. Hein, je Alors, suis pessimiste. si, quand même, Hein. Trump a terminé des guerres. Il a terminé, par Il exemple, a terminé des guerres. Je me demande lesquelles. Je me la- demande lesquelles. Parce que l'Afghanistan. Michel avait raison. Il a menti. Parce qu'il est narcissique. Si, l'Afghanistan, pendant son premier règne, si je puis dire, puisque Oui. c'est lui qui a signé tous les traités qui ont été appliqués par Biden, d'ailleurs mal appliqués, puisque l'armée américaine, c'est Philippe, je suis d'accord avec toi que sous le Trump, que Trump a signé le retrait, Biden l'a fait exécuter l'édition de Trump. Ça, je le sais, j'ai lu quelque part et les gens me disent, je veux bien croire. Mais Ouais. le problème, c'est que pendant que Trump a signé, Biden est venu et terminé cette guerre en Afghanistan, ils ont préparé un autre, donc c'est en Ukraine. Hein? Ukraine, c'est pas un hasard que Biden a quitté Afghanistan de manière honteuse en 2021 et 2022, la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Ouais, enfin, si, en Maintenant, il 2014. faut trouver une autre guerre pour remplacer celle-là. Mais le problème, c'est qu'il y a Poutine. Voilà, il y a Poutine avec son Global Sud, avec la Chine, avec tout le monde. Et en plus, Trump n'a fait que des conneries depuis qu'il est là, avec les droits de douane, etc., etc. Donc maintenant, ont rencontré un os. Hein, et il ne peut pas avaler cet os-là, c'est justement le Global Sud. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va avoir la guerre qui remplace la guerre en Ukraine? Surtout pas Netanyahou. Voilà, donc je suis pessimiste. Cette guerre va pas terminer en 2026. Tu sais qui, je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas faire d'un lion un petit chat, mais un vieux lion qui n'a plus de dents assez pointues, à qui on a coupé des griffes, qui perd ses poils et qui traîne sur les bords de la route comme ça, va. Je veux dire, bon, même un chat peut le vaincre. Tu sais, moi, je crois pas du tout que d'un seul coup, Trompinou Minou là-bas a été touché par la grâce divine. Une colombe, elle se posait sur son épaule droite et d'un seul coup, il a dit, tiens, je suis un homme de la paix aujourd'hui. Non, tout simplement que les Américains aujourd'hui n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Ils ne sont pas changés à l'intérieur, mais ils sont changés à l'extérieur. Ils n'ont plus les moyens de leur ambition. Le dollar à la base, qui était une bonne chose et qui les a permis de vivre au-dessus de leurs moyens en étant tout le monde qui a travaillé, je veux dire tout le monde, ça veut dire le monde entier qui a travaillé pour eux, aujourd'hui ce même dollar les étouffe. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se réindustrialiser parce que l'investissement pour l'industrie, ça rapporte rien. Donc, tant qu'ils ne se débarrassent pas du secteur financier, ils ne pourront pas avancer. Le secteur financier est tellement puissant là-bas qu'il va faire tout pour leur mettre les bâtons dans les roues. Et le lobbying militaire, je ne te parle même pas. Les États-Unis, c'était toujours le bras armé de dollars. Le dollar qui n'est pas une monnaie américaine. Il ne faut pas l'oublier. Les Américains l'utilisent, mais c'est une monnaie privée imprimée par une boîte privée, laquelle il fallait défendre à tout prix de partout. Et pour que les États-Unis soient toujours prêts à défendre le dollar, ils ont développé un lobbying militaire absolument tout puissant. Mais même cette industrie-là, aujourd'hui, elle est totalement naze. C'est tellement corrompu là-bas que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement, les mecs, ils ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont besoin de faire une restructuration dans les bases même de fonctionnement de leur État. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas laisser faire, à commencer par l'Europe. L'ennemi numéro un de l'Europe aujourd'hui, c'est même pas Poutine, c'est Trump. On utilise Poutine et on utilise cette guerre-là aujourd'hui pour abattre Trump. Parce que si Trump est en train de remettre tout son fonctionnement-là en question, l'Europe n'existe plus. L'euro n'existe plus. Il n'y a aucune, je veux dire, obligation pour l'euro d'exister puisque l'euro, c'est une monnaie parallèle de dollar qui permet justement de blanchir le trop imprimé de cette monnaie-là. Donc, on est dans une situation où Trump, même si, je veux dire, il voudrait bien faire la guerre, il ne peut pas. Aujourd'hui, pour sauver le pays, pour sauver le fès des Américains, il faut qu'il sorte de ce système.
Et il faut qu'il sorte de ce système de dollars et de ce système financier aujourd'hui qui dirige le monde. Donc, oui, il est obligé de trouver des compromis avec Poutine parce que c'est ce qui peut encore une fois sauver les États-Unis. Aujourd'hui, les Russes, les seuls qui peuvent sauver les États-Unis, en tout cas, je parle de l'État. Je ne parle pas de l'État profond, si on peut le dire comme ça. Donc, d'une certaine façon, ils ont quelque part les intérêts communs. N'empêche que ce pas des copains, mais ils ont des intérêts communs. Donc, Trump, aujourd'hui, il va dire n'importe quoi pour meubler, pour laisser du temps à des choses se mettre en place. Parce que chaque jour, l'Europe, elle perd de l'argent. On a dit aux Européens, vous voulez aider l'Ukraine? Pas de problème. On vous vend des armes, mais vous payez avant. Vous payez avant. Avec quoi l'Europe peut payer? L'Europe n'a pas d'argent. Donc, l'Europe, elle sera obligée à un moment donné d'aller puiser dans les avoirs russes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ou alors elle entretient cette guerre, et pour ça, il faut qu'il trouve de l'argent. Et cet argent-là, si la Fed ne l'imprime pas, parce que justement, Trump est en train de plus ou moins détruire toute cette organisation-là, où ils vont prendre de l'argent? La guerre en Ukraine arrêtée, l'Union européenne finie. Donc, ils vont trouver de l'argent partout. Ils peuvent trouver de l'argent parce qu'il s'agit de leur survie. Là, je parle de tous nos gentils, je veux dire, tous ceux qui siègent dans le Parlement européen. Donc, eux, ils ont besoin de cette guerre-là. Et cette guerre-là, eux, ils n'ont pas d'argent. Les États-Unis n'ont plus de moyens militaires. L'Europe n'a plus de moyens financiers. C'est les deux armes que chacun dispose. Donc, il faut juste attendre pour que tout ça s'écroule. Le vieux lion là, qui marche sous la route, à un moment donné, il va tomber. Il faut juste le laisser faire. Voilà. Alors, Ouais, c'est l'histoire de la fable de La Fontaine, du vieux lion, qui est devenu vieux. Même les lapins viennent donner des coups de patte au lion. Mais je veux justement continuer un peu sur ce que Tatiana a développé par rapport à l'industrie de l'armement. Le fait que le président Trump et Poutine soient en deal, je le pense sincèrement. Et le fait que, dans la logique, ils doivent vendre des armes et qu'il faut payer à l'avance, ça ne pose pas un problème parce que les armes qu'on est en train de vendre ne sont pas encore construites et seront livrées dans 3 ans. Et entre-temps, quand on regarde un peu la situation en Ukraine, on voit que de plus en plus, même si jamais la presse officielle n'en parle pas, les Russes gagnent de plus en plus de terrain. Les Ukrainiens ont de moins en moins de capacités de défense, aussi bien en matériel qu'en personnel. Donc, le deal a été conclu et le fait que le commerce des armes se fasse ne va pas à l'encontre du deal qui a été fait. C'est pour ça que personne n'arrête, parce que les Américains, entre-temps, ont reçu leur argent, les Ukrainiens attendent leurs armes, et les Européens, c'est eux qui financent l'achat des armes. Mais il faut aussi dire que, parlant des terrains, les Russes ne gagnent pas tellement de terrain. Mais les Russes n'ont pas envie de gagner de terrain. Et ça, toujours, on oublie. On met en avant les Russes qui veulent prendre des terrains, ils veulent prendre toute l'Ukraine. Et du coup, s'ils ne prennent pas toute l'Ukraine, ça y est, l'Ukraine aura gagné. Les Russes n'ont jamais parlé de terrain. Les Russes, ils ont besoin de démilitariser l'Ukraine. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de démilitariser. Donc, tous les armes envoyées là-bas sont systématiquement détruites. C'est ça qu'ils recherchent. Ils détruisent tous les bases et tous les systèmes qui s'installent et les détruire. C'est pour ça qu'il y a une panique aujourd'hui un petit plus en plus forte. Et surtout, ils sont en train de détruire, on va dire, tous les systèmes qu'il y a derrière. L'Union européenne ne peut faire la guerre uniquement avec de l'argent, uniquement avec les sanctions économiques, ou uniquement avec, je veux dire, tous les problèmes financiers qu'il peut causer à droite à gauche. Si on leur retire cette arme-là, elle n'a pas d'autre arme. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font les Russes, ils détruisent les systèmes financiers européens en tout cas. Et ça, ils le font en pair avec Trump, parce que Trump a les mêmes intérêts de détruire ce système financier, en tout cas de la base, parce que c'est ce qui permettrait aux États-Unis de se débarrasser de toute puissante réserve fédérale et d'avoir leur propre monnaie nationale, peut-être qui sera
au début une monnaie privée, mais enfin, plus ou moins, ça va se réguler et donc ils vont avoir une monnaie numérique qui sera nationale. Et du coup, l'Europe qui vit au-dessus de ses moyens. Et quand Trump il dit que l'Europe vole les États-Unis, il n'a pas tort. Parce que tout argent, tous les dollars imprimés, transmis en euros qui sont passés dans les banques centrales et qui sont après, on va dire, mis en circulation à travers des aides d'État, c'est de l'argent qui revient au moment que les États-Unis créent l'inflation mondiale partout. Donc, c'est de ça que finalement, aujourd'hui, on essaie de se débarrasser. Et c'est justement aussi parce que eux, elles sentent que ça coule, qu'on est en train de baisser, on va dire, les taux d'intérêt un peu partout. Aujourd'hui, la Fed a accepté de baisser les taux d'intérêt des Américains et la Banque centrale russe a accepté de baisser les taux d'intérêt pour les Russes. Donc, tu vois, rien que ça, déjà, ça montre bien qu'ils sentent leur faim et qu'ils n'ont plus tellement de moyens pour se battre. Juste Et préciser quelque chose. Je voudrais juste oui, préciser quelque chose quand je dis que les Russes sont en train de gagner du terrain. C'est par rapport aux oblasts, aux quatre oblasts, ils sont en train de gagner du terrain. C'est clair que la Russie n'a pas de visées comme on voudrait présenter, qu'on voudrait conquérir d'abord tout l'Ukraine, ensuite ça va être les pays baltes, ensuite ça va être la France. Comme ça, les Français vont avoir encore des nouveaux mots russes d'origine russe, genre bistrot. Donc, c'est un peu l'image qu'on veut donner, mais les Russes visent les oblasts, et pourquoi pas Odessa s'il le Oui. faut, mais ça s'en tient à cela. Non Oui. seulement par rapport à l'héritage culturel et historique des régions, mais au-delà de cela, ils n'ont pas les ressources humaines. La population, la démographie ne permet pas de vouloir agrandir encore de terrain alors que vous n'avez pas la démographie qui va avec. Donc, ça serait contre-productif pour les Russes de vouloir viser plus loin. C'est pour ça que même l'histoire de la Pologne, moi, j'ai bien ri dans mon coin. Je disais d'ailleurs la dernière fois, je disais, je vais passer pour un complotiste, mais je n'y crois pas. Euh, il y je, avait, excuse-moi, je voudrais juste dire un tout petit point là. De dire que les Américains, c'est comme un vieux lion et qu'il a plus de dents et que les quatre pattes sont blessées ou c'est pas, malade de vieillesse. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que quand même, à l'heure, tout le monde est affaibli. À l'heure, tout le monde est affaibli. L'Europe est complètement affaiblie, la Russie aussi, et la Chine aussi énormément de problèmes, le Brésil, partout dans le monde est affaibli, hein. Et sa première chose. Donc, pour attendre que les États-Unis soient vraiment un lion malade avec toutes les maladies de vieillesse, je crois que nous tous, là, les cinq, là, les quatre, là, on sera plus dans ce monde, je pense, hein. Première chose. Donc, il faut faire toujours attention à ce lion, hein. Et première chose. Deuxième chose, de dire que la Russie qui gagne pas de terrain, je suis pas d'accord. Parce que la Russie a profond cœur de Russe. Peut-être Tatiana pense autrement. Mais nous, les Vietnamiens, on pense que l'Odessa, c'est la Russie. Même nous, oui. les Vietnamiens, on pense que l'Odessa, c'est la Russie. Et tu crois qu'un Russe dans la rue, un citoyen lambda, il ne pense pas pareil. Donc, Non. l'ambition de Poutine, c'est d'écraser le système militaire en Ukraine et que débarrasser le néo-nazi Pandéris, etc. Voilà. Mais quand même, quelque part, les Russes, ils veulent bien que l'Odessa aussi revienne à la mère patrie. Oui, mais Donc, Odessa, elle sera russe, il n'y a pas de question. Je veux dire, ça, c'est pas négociable. attendez, Odessa, elle sera vous russe. permettez? Vas-y. Il y a quand même un problème. C'est que quand même, on en est à presque 3 ans et demi, même plus, de combat. Ouais. Ils n'ont pas avancé beaucoup tout de même. Euh, Oui. il y a eu énormément de pertes tout de même, etc., etc. Donc, il ne faut pas dire que les Russes bon, font ce qu'ils veulent. C'est pas vrai. C'est pas non. vrai. En face, il y a les Ukrainiens qui se battent Oui. et qui se battent Oui. vraiment, parce que sinon on n'en serait pas là. Enfin, je veux dire.
Faut pas Oui, déconner non plus. Bon. je suis d'accord avec Oui, Philippe. oui. Mais il y a encore une chose. Justement, les Ukrainiens, ils se battent et la Russie, elle n'a pas besoin de territoire. Mais la Russie a besoin d'hommes. On me dit, il y a des problèmes démographiques qui sont très forts. Bien. Donc, la Russie, elle avance très doucement parce que contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on nous fait croire en Occident, la Russie fait très attention pour préserver au maximum la vie de ses soldats. Mais Tatiana, ça Il y a n'empêche pas les déjà pertes. Le problème est là, ça n'empêche pas les pertes. Oui, elle essaye. Donc, je ne veux pas vous donner des chiffres parce que de toute façon, vous n'allez pas me croire et dire que c'est de la propagande russe. Mais croyez-moi, la Russie, elle avance très doucement pour préserver au maximum la vie de ses hommes. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça, il y a vraiment une préparation on va dire, de préparation d'artillerie qui est faite avant. Donc, il y a d'abord, on ne rentre pas des hommes tant qu'on n'est pas certain. Et ça, c'est important. En ce qui concerne Odessa, oui, Odessa, elle sera russe parce qu'il y a une question de Transnistrie. Donc, forcément, il faudra relier les deux et Transnistrie, ce sera toujours un point sensible. Donc, il y a forcément un pont entre les deux. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Je le sais, je le sais. Odessa, elle sera russe. Odessa, Tatiana, je voudrais juste évoquer un autre point. Moi, je critique pas que les Russes se battent mal et que 3 ans après, 3 ans et demi après, ils sont encore là. Hein. Même les Blas Donetsk n'est pas encore à 100% aux Russes. Moi, je comprends parce qu'ils sont seuls hein, contre 40 pays. Hein. C'est une seule chose que les gens ne savent pas. En soutien dans la rue, bon, disait que oh, les Ukrainiens, ils sont vaillants, ils sont bons, ils se battent bien parce que oh, ils ont 48 millions, maintenant peut-être il y a 25 parce ils se sont barrés de leur pays déjà à la moitié. Et puis les autres, il paraît qu'ils payent 10 000 euros, 10 000 euros. Ah ben tiens, dans la presse polonaise, là, j'ai lu aujourd'hui ce matin qu'ils ont attrapé, écoutez, ils ont attrapé 15 Ukrainiens dans un train qui transportait les cochons. Hein? Et puis ils ont interviewé, et ces Ukrainiens-là, ils ont payé 10 000 euros aux Polonais fripouilles. Qu'ils ont profité l'occasion que les gens ne veulent plus se battre et puis ils se battent chez eux. 10 000 euros par personne, ils ont payé. Alors les Polonais, ils ont tout mis en tôle, hein, y compris ceux qui ont pris l'argent et ceux qui ont payé. Donc ils sont tous en tôle. Maintenant, on verra qu'est-ce qui se passe. Donc là, je dis pas que les Ukrainiens se battent mal. Bien sûr qu'ils se battent aussi. Mais les Russes, ils se battent aussi. Donc les deux parties se battent. Donc je critique pas, mais seulement un seul pays contre les 40. Hein. Parce que quand je pars avec mes amis français comme ça, ils disent ah ouais, mais les Ukrainiens, euh, ils sont beaucoup plus petits que les Russes et puis ils se battent bien, etc. Je dis bah écoutez, les Ukrainiens sont pas seuls. Hein. oui, Il y a 40 pays derrière. Alors, oui. trouvez-moi un autre pays dans le monde qui peut se battre contre 40 pays, même pas la Chine. Hein, la Chine, en 1979, ils ont envahi le Vietnam dans le nord. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Non, mais Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de morts. Mon neveu était allé se battre contre les Chinois en 1979 et les Chinois, ils se sont retirés chez eux. Hein. oui, Mais oui. c'est pas pour autant que les Vietnamiens vont enquiquiner pour avoir une autre guerre. Voilà. Oui. Les Russes aussi ont des gens qui viennent du monde entier les aider. Oui, non, mais pas en telle proportion. Attends. On n'a pas des gens qui nous donnent de Pas l'argent, les qui nous envoient chiffres. des armes, des Non, missiles et personne n'a des les avions. chiffres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est il y a des Africains, il y a des Coréens, Non, il y a des... les Bon, proportions ne sont pas les Combien? mêmes, je suis désolée. Mais c'est même pas ça la question. Les questions n'est pas qui se battent bien ou pas bien. Je te dis, le but de Russes, il n'arrête pas de le dire, c'est pas les territoires, c'est démilitariser, changer de régime et de procurer sécurité aux populations russophones. Et les droits qui sont totalement, je veux dire, les droits internationaux, c'est de parler leur langue, d'être librement pratiquer leur culture et leur religion. C'est ça le but. Donc, les territoires, on va pas dire que c'est secondaire, mais c'est pas la chose la plus importante. Et de prendre ces territoires-là au prix de vie de millions de personnes, il n'y a pas question. hmm. Aujourd'hui, le but, c'est de détruire justement l'armement de l'OTAN en face. C'est ça.
Après, oui, les deux se battent bien. D'ailleurs, l'Ukrainien, il se bat très bien. Il se battait très bien au début. Aujourd'hui, ils se battent beaucoup moins bien parce que, tu vois, moi, par exemple, quand on compare la guerre patriotique russe, les Russes qui étaient sous le front, enfin, les Soviétiques, excusez-moi, qui étaient sous le front, ils se battaient férocement, mais il y a tout ce qui était derrière, était solidaire. Je veux dire, ma mère, elle a appris à tricoter à l'école parce que les gamines, elles tricotaient les chaussettes et les moufles pour les soldats sous le front. Ils mettaient les petits mots de soutien là-dedans. Le front était, je veux dire, la solidarité de tout un pays était ensemble. Les soldats sur le front, ils savaient que le pays derrière le soutienne. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est pas le cas. Tu as les gens sur le front et en même temps, tu as les autres qui vivent, on dirait, derrière et qui s'achètent des voitures qui coûtent. Non, mais là, ils le savent aussi. Et c'est ça aussi important. Quand tous les pays n'est pas solidaire, Je suis d'accord les avec toi. soldats se battent moins et moins bien. Oui, et puis en plus, ils n'ont pas de relève. Les Oui, militaires mais les soldats ukrainiens se n'ont pas battent de moins et relève, moins bien. alors Ils que les savent qu'ils. militaires russes l'ont, Voilà. évidemment. Et puis les prix n'est pas les mêmes. Les prix en Russie, les soldats, ils touchent 50 000 euros par an pour aller sous le front. Avec 20 000 euros, les chèques qui fait direct. C'est pas les mêmes prix. Je veux dire, en Ukraine, déjà, c'est moins bien payé. Et en plus, je veux dire, tu n'arrives même pas à toucher de l'argent. Il faut attendre 2 ans à la fin de la guerre et il faut que tu aies rempli plein de conditions pour être payé. Donc même là-dessus, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Les Ukrainiens, aujourd'hui, ils sont forcés d'aller à la guerre. Ils n'en ont pas envie. Oui. C'est vraiment de la bataille. Et surtout, on ne les prépare même pas avant. Je veux dire, en Russie, quand tu Non, mais veux attends, t'engager, tu as toute une préparation. non, mais attends. S'ils n'avaient pas envie de se battre, ils ne se battraient pas, hein. Bon, non, non, n'exagérons pas. Non, Mais il y a non. beaucoup qui ne se battent pas, Philippe. Il y en a beaucoup qui ne se battent pas. Oui, mais il y en a quand même qui se battent et qui s'accrochent. Oui, Non, mais il non, y en a aussi on ne beaucoup peut qui pas ne se battent retirer pas. ça aux Ukrainiens. On peut Il y leur a retirer beaucoup qui ne se beaucoup battent de pas. choses. Et il y a de plus en plus de gens qui racontent des choses absolument, je dis, horribles. Les gens qu'on envoie vraiment à l'abattoir, sans aucune préparation, rien. Mais ça, il y C'est a pire beaucoup en de pire. propagande aussi, Tatiana. Au début, oui, mais ce qui était au début, il y a 1 an, même 2 ans, ça n'a rien à voir avec la situation sur le front, en tout cas morale aujourd'hui. La situation de soldats morale aujourd'hui sur le front ukrainien n'a rien à voir, Philippe. Je te jure, hein. Je Oui, mais suis beaucoup de comptes le problème, ukrainiennes, c'est que donc ni toi, ni c'est moi, vraiment rien à voir. ni toi, ni moi, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc Moi, là, je te on dis, parle sur je suis n'importe. beaucoup de comptes ukrainiennes. Je suis les comptes, on va dire, pro-ukrainiennes au max. Je lis les D'accord, mais commentaires. c'est de la propagande de toutes les manières. Oui, mais quand il y a la propagande pro-ukrainienne, je dis bien pro-ukrainienne, qui commence à flashir et qui n'arrive même pas à enlever les commentaires des gens qui étaient à fond ukrainiens et qui disent que non, mais attendez, arrêtez de nous raconter des salades, tu commences à le voir, quoi. Tu commences à voir que les mouvements changent. Et tu peux pas me dire qu'en Ukraine, aujourd'hui, tous les gens ont envie d'aller se battre sous le front Non, contre les non. méchants agresseurs. Ils sont pas cons, les Bien Ukrainiens. entendu, mais Ils sont pas cons. on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le front. On ne peut pas dire, voilà. Enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. Michel, On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a quand même énormément de sources, que ce soit les sources françaises, que ce soit les sources ukrainiennes. Bon, les sources russes, par principe, on ne les prend pas en considération. D'accord. Mais enfin, quand même, il y a plus en plus de gens qui disent que la situation, moralement, est catastrophique. c'est de mauvaise foi. Arrête. Non, je suis, Écoute, je suis triste. j'ai une question là. J'ai une petite question là. J'ai entendu parler que les gens extrémistes en Ukraine, donc c'est les anciens Azov, et quand ils Mhm. sont revenus du front, et quand ils sont blessés, ils sont pas morts, ils sont blessés, et puis on leur donne un titre comme commissaire politique. Et ces commissaires de politique, ils tiennent justement le pouvoir dans les rues, dans les quartiers, dans les villages et dans les villes. Et cela, c'est qui? Ils ont utilisé quoi comme méthode? C'est une méthode stalinienne, ça. Commissaire politique. C'est Et maintenant, dommage que tu n'aies Ah, c'est pas, que quelque chose qu'on notre connaît bien. compagnon Ah Philippe bon. n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a pas, il y a pas qu'en Ukraine, hein, n'est-ce pas, Tatiana? Mais bon, De quoi tu parles? bah, le commissaire politique, tu connais, non? Tu connais pas? Oh là, aujourd'hui, en Russie, il n'y a pas de commissaire politique. Ah bon? Il n'y en a plus? Non, Bon. non, non.
T'es gentil, mais il faut pas mélanger les choses. C'est très dommage que Philippe aujourd'hui n'est pas là, notre ami français qui vit en Ukraine, parce que effectivement, au moins quand il dit les mêmes choses que moi, au moins il est témoin. Mhm. Peut-être parce qu'il est français qu'il lui fait plus confiance. Mais Voilà. je te jure que ce qui se passe sur le front aujourd'hui, c'est assez terrible, hein. C'est vraiment Mauvaise terrible, hein. foi. Et ça me fait terriblement de peine parce que moi, je considère pas les Ukrainiens comme les ennemis, quoi. Je les Non, considère juste comme les pauvres Amolérogas qui se sont embangués dans cette affaire-là et qui se battent pour des choses qui ne leur appartiennent même pas. Oui, Et ça, oui, c'est très triste. tout Voilà. à fait, les tout à fait. Ukrainiens, ce sont vraiment des peuples frères. Et c'est ça qui est vraiment triste de voir que pour les intérêts des uns, on a monté ces deux peuples qui finissent par se détruire. Il y a beaucoup de cas de mariages mixtes ukrainiens-russes qui existent. Il y a certaines, j'ai même suivi une fois où les deux armées, l'armée ukrainienne et l'armée russe, se faisaient face. Et de chaque côté, il y avait deux cousins. Un cousin Mm. côté russe, un autre côté ukrainien. Et ils étaient en train de se combattre les uns les autres. Donc, C'est c'est une terrible. réalité Mais qui a été entretenue et maintenue pour des intérêts des autres. C'est une guerre civile, ce qui est intéressant il y a rien de aussi, pire qu'une guerre civile. qui est intéressant quand on dit que c'est le peuple frère. Il faut savoir que quand on parle de l'Ukrainien, on va dire ethniquement parlant, on parle plutôt de l'Ouest et plutôt vers le parti de Galicie. Toute la partie d'Ukraine où les Russes sont en train de rentrer aujourd'hui, où il y a des combats, ethniquement parlant, c'est des Russes. Sur ce territoire vivent des Russes d'un point de vue ethnique. C'est pas parce qu'ils ont un passeport ukrainien C'est qu'on peut ça. dire que c'est des Ukrainiens. C'est des Ce sont Russes. des Ukrainiens. Ils sont ukrainiens par passeport. Moi, j'ai un Mais passeport français, oui, c'est mais moi, ça. je Mais suis. ils sont ukrainiens justement parce qu'ils ont ce passeport-là. Voilà. Ils peuvent Mais avoir des racines communes, mais ce sont deux pays ethniquement, différents. c'est des Russes. Voilà, ethniquement, c'est des Russes. Et comme c'est des Russes, ben forcément, ils ont de la famille. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Russie, qui viennent de ces zones-là, et vice-versa. C'est C'est même pour ça pas que je que parle de peuple frère. c'est le même peuple. C'est le même peuple. À un moment donné, il y a une frontière qui a été, on va dire, passée par là, et on a décrété que les uns étaient dans ce ukrainien, les autres étaient russes. Mais un document, un passeport n'échange rien. Je veux dire, c'est comme en Afrique, à un moment donné, on a tracé à la règle les frontières en disant que, voilà, cette tribu-là, ici maintenant, ben, c'est Mali, ici maintenant, c'est Burkina. Mais c'est les mêmes peuples qui étaient séparés. Et c'est les mêmes peuples, parfois, qui sont obligés de se battre entre eux pour les intérêts qui ne les concernent même pas. Et c'est Moi, là où tu dis, je te donne un cas au Congo, par exemple. Il y a la frontière qui a été tracée, qui sépare le Congo-Brazzaville de Congo-Kinshasa. Ce sont les gens des mêmes tribus, mais à cause de la nationalité acquise après l'indépendance, il y a certains qui sont de Congolais de Brazza et d'autres qui sont de Congolais de Kinshasa, mais quand ils parlent d'eux comme étant des peuples frères. Ils viennent de la même racine, pour ainsi dire. Ils ont beaucoup de choses en commun. La frontière est quelque chose d'artificiel qui est venu séparer. Mais à cause du fait qu'ils sont maintenant de part et d'autre de la frontière, c'est pour ça qu'ils s'appellent des peuples frères, même si jamais ils ont les mêmes origines. C'est dans ce sens-là. oui, mais là, je veux dire, la séparation, elle est très récente. Donc, c'est pour ça que je dis, ces peuples n'ont pas eu le temps d'évoluer en tant que des peuples. Le peuple ukrainien, dans cette partie-là, n'a pas eu le temps d'évoluer. Les gens qui vivent, ils se rappellent encore qu'ils étaient Russes. Tu comprends? C'est Mhm. des Russes qu'on essaie de transformer en Ukrainiens. Tatiana, Donc, la jeune génération, je comprends, mais il y a beaucoup de gens qui ne se considèrent pas comme les étrangers, quoi. alors Tatiana, qu'est-ce que tu réponds à cette affirmation on m'a fait cette affirmation il n'y a pas très longtemps. Les Russes, quand ils arrivent dans un territoire, ils russifient, c'est-à-dire qu'ils envoient d'autres Russes occuper ce territoire, etc., etc. Et on m'a parlé de ça au Donbass. On m'a dit, voilà, les Russes ont envoyé
des Russes coloniser le Donbass. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, et je dirais qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait, c'était quand l'an 800, je crois. Oui, c'était ça, hein. C'est ça. En l'an 800, ils ont envoyé vers Donbass des Russes pour coloniser. Et depuis, cette colonisation, elle tient. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, quoi. Bah, Je veux c'est ce que dire, les tu... Russes, quand ils sont rentrés à Paris, tu sais, 1814, et ils ont fait la fête, ils ont pillé la note, hein. Ils se sont repartis chez eux. Quand ils sont arrivés à Berlin, la même chose. Ils ont signé les accords et ils sont repartis chez eux. Les Non, ça, Russes c'est n'ont pas des moyens Les Chinois le font. Les Russes n'ont pas des moyens démographiques pour coloniser qui que ce soit. Et ces territoires-là, Donetsk, Lugansk, enfin, tous ces territoires-là, ils étaient russes. Ils étaient russes, ils étaient, on va dire, passés dans... C'est Lénine, finalement, déjà, qui a attribué ces territoires-là en Ukraine. Par la suite, c'était Khrushchev. Crimée, d'un seul coup, au jour au lendemain, paf, on dit, eh ben, ça va être ukrainien. Mais comme c'est à l'intérieur du même pays, ça ne posait pas de problème. Mais ethniquement, je veux dire, on peut pas mettre les Russes dans un territoire où vivent déjà des Russes. Ethniquement, c'est des Russes. Ils étaient là depuis plus de 1000 ans. De quoi vous me parlez? De quelle Oui, russification? On les a ukrainisés, oui. On les a ukrainisés. Mais c'était les Russes à la base. oui. Et il faut être russe à la base pour devenir ukrainien. On ne peut pas prendre un Tchétchène, un Géorgien, un Chinois pour les mettre là et faire des Ukrainiens. Non. À la base, les Ukrainiens, on a pris des Russes et on les a transformés en Ukrainiens. Mais pas le contraire. Qu'est-ce Donc, ton affirmation, elle est complètement bidon et ne tient pas debout. que tu en Je veux penses, dire, Michel? désolé, mais Kiev, c'était une ville qui était fondée par des Russes. Ils l'ont pas russifiée, ils l'ont fondée. Odessa, la même chose. C'était fondé par des Russes. Je veux dire, Non, mais c'est les après, Russes qui sont arrivés à fonder ce ville. Alors oui, ils l'ont peut-être, je veux dire, russifié, mais c'était il y a plusieurs siècles en avant, pas en arrière. Michel? Bon, je pense que quand de 14 à 20 à 2014 à 2022, quand l'armée ukrainienne était en train d'attaquer les oblasts, il y a plusieurs personnes qui ont déplacé leur famille en Russie. Donc, si jamais, maintenant que les territoires ont été conquis et considérés maintenant comme étant des territoires russes, ceux qui étaient partis sont revenus. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème en soi. Pour ceux qui reviennent là où ils étaient, mais qui ont dû se déplacer à cause de l'insécurité qu'il y avait sur place. Alors, maintenant, nous allons au Conseil de sécurité. 14 voix pour et une seule contre, les États-Unis font de nouveaux obstacles à l'adoption d'une résolution sur Gaza. Elle ne condamne pas le Hamas, ne reconnaît pas le droit d'Israël à se défendre. Et elle légitime à tort les faux arguments profitant au Hamas, qui ont malheureusement trouvé une audience dans ce Conseil. Un veto suffisant pour bloquer le projet car venant d'un membre permanent du Conseil de sécurité, le texte se limitait pourtant à 3 mots d'ordre consensuels: un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la libération des otages retenus par le Hamas et un accès humanitaire à l'enclave palestinienne. Ce projet de résolution représente le strict minimum requis par l'humanité, la légalité et la moralité. Il est profondément regrettable et douloureux qu'il ait été bloqué. En refusant ce texte, Washington protège une nouvelle fois son allié israélien malgré la famine déclarée dans la ville de Gaza. Une décision qui suscite une colère de plus en plus explicite chez les autres membres du Conseil, occidentaux ou non. Pardonnez-nous, parce que le monde parle de droits, mais ni les vôtres, à vous, Palestiniens. La position des États-Unis est incroyable quand même. Prévisible.
Écoute, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est c'est un lourd poids que l'Occident va traîner pendant plusieurs dizaines d'années Ouais, sur leur conscience. je crois Ils ne aussi. pourront pas dire qu'ils ne le savaient pas. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant, genre, et qu'on n'a rien pu faire. On peut faire des choses. Et aujourd'hui, il y a un quasi, on va dire, un fanatisme idéologique sur ces questions-là. On n'a pas le droit de dire que on ne veut plus aider l'Ukraine. Quoi? Et alors, vous voulez quoi? Qu'on arrête d'aider l'Ukraine? Et on n'a pas le droit de dire que, quoi? Israël, la plus grande démocratie, avec son armée le plus morale du monde, n'a pas le droit de se défendre. C'est quasi, je veux dire, fanatique. Donc, je veux dire, les deux questions, on n'a pas abordé. Donc, on va avoir honte de nous pendant plusieurs dizaines d'années. Ouais. On a perdu avec cette affaire-là toute notre crédibilité face au monde entier. Face au monde entier, aujourd'hui, on ne peut pas parler ni des droits, ni d'humanité, ni de civilisation, ni de démocratie, ni de quoi que ce soit d'autre. Aux yeux du monde entier, on est en train d'exterminer, et je pose bien mes mots, exterminer un peuple, tout en s'en donnant des airs d'or. Oui, mais bon, écoutez, voilà. On ne peut rien faire parce que les États-Unis bloquent quelque chose. Bah, excusez-moi, il y a beaucoup de pays où ça les arrange que les États-Unis bloquent. Parce que je dis, même les Arabes aujourd'hui, alors qu'ils peuvent faire quelque chose, même les Arabes, les pays arabes, ils sont complices de ce crime. Il y a énormément de pays qui sont complices de ce crime-là. Et on est tous là à essayer de fermer les yeux en disant, oui, mais quand même, oui, mais c'est la faute des États-Unis. Excusez-moi, quand on est en train de massacrer, éliminer un peuple de cette façon-là, mais parfois, je pense que les États-Unis, comme disait l'autre Merz, ils sont en train de faire le sale boulot pour tout le monde, parce que tout le monde, quelque part, ça les arrange aussi. Donc, il y a une hypocrisie là-dedans qui est absolument scandaleuse. Et je pense, encore une fois, je veux dire, on va le traîner sur notre conscience, je veux dire, pendant bien, bien quelques temps. Voilà. Michel? C'est malheureusement triste de voir que la situation des Palestiniens est, est mise de côté parce qu'il y a des intérêts des uns et des autres qui priment. C'est triste de voir que, et encore une fois, quand on parle d'Israël, on parle plutôt du gouvernement de Netanyahou et pas nécessairement de la population, parce que la population de plus en plus est en train de s'élever. C'est clair que l'objectif de Netanyahou, c'est de ne pas entretenir une guerre, même si jamais officiellement vous voyez des personnes Madame Yadan ou bien Meir Habib qui passent et disent si jamais ils libèrent les otages, la guerre s'arrête. Ce n'est pas vrai. Parce que si jamais ils étaient préoccupés des otages, ils n'allaient pas continuer à bombarder, puisque les otages sont soi-disant des boucliers humains. Si vous bombardez, c'est que vous voulez les éliminer aussi. Et pour eux, ce n'est pas vraiment un problème en soi. Tout le monde suit sa propre logique. Netanyahou a ses propres intérêts. Il a intérêt à ce que la situation ne se calme pas. C'est pour ça que chaque fois qu'il commence à voir une situation quelque part qui va décrescendo, il doit créer un problème ailleurs de manière à ce que l'État d'Israël soit toujours dans un état de guerre permanent. Comme ça, son dossier à lui, parce qu'il traîne des casseroles. Il y a des procès, je crois au moins 3 procès qui attendent de lui et son épouse. Et toutes ces choses-là étaient même antérieures aux événements du 7 octobre qu'on aime bien reprendre. Mais la population avait déjà commencé à vomir le personnage. Et lui, il est obligé de maintenir une situation de guerre pour assurer sa position, pour assurer une forme de légitimité. C'est comme le président français qui veut toujours garder une situation de guerre parce que si jamais cette situation-là cesse, il aura des comptes à rendre à sa population. Et c'est maintenu comme ça, c'est entretenu comme ça. Et peu importe qu'il ait des personnes qui soient en train de mourir, plus de 75% de la bande de Gaza, les constructions ont été détruites.
Il y a les 2 millions de populations qu'il y avait au départ qui continuent de diminuer parce que chaque jour, on continue de tuer des gens. Personne ne fait attention à cela. Les journalistes qu'on élimine, personne n'en parle, encore moins la presse officielle française. Et moi, je trouve ça complètement dégoûtant de venir vouloir donner des leçons. Et on entretient cette façon de penser selon laquelle si jamais tu dis quelque chose contre le gouvernement de Netanyahou, c'est que tu es antisémite. Donc, automatiquement, on a fini par créer des raccourcis. Là présentement, il y a un débat avec l'idée selon laquelle si jamais le président français reconnaissait l'État de Palestine, il y a un député français, je crois, qui disait qu'il fallait placer des drapeaux palestiniens. Ça a créé toute une levée de boucliers parce que tout le monde disait non, vous êtes en train de donner raison au Hamas, c'est reconnaître. On crée un narratif pour maintenir cette situation-là et pour les États-Unis, poser un veto. Chaque fois qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, ça rentre dans la logique des choses. C'est pour ça que je disais, je ne m'attendais pas à autre chose. Alors, Michel, oui. je peux dire qu'il y a eu un sondage de Haaretz, c'est un journal d'opposition à Netanyahou, et il y a 80% d'Israéliens qui sont contre la Palestine, contre la réunion des deux États. 80%. Quel est l'échantillonnage qui a été perçu par rapport à ça? Si jamais, par exemple, ils vont faire ce sondage, parce que c'est ça la particularité avec le sondage, c'est qu'on prend toujours un échantillonnage. Dépendamment de là où on prend un échantillonnage. Si jamais on prend chez les extrémistes, c'est normal qu'il ait cette proportion-là. Non, c'est un échantillonnage de la population israélienne, tout à fait normal. Donc, non. Et en plus, eux, ils attendaient un autre sondage parce qu'ils sont hyper contre Netanyahou. Ils sont vent debout contre Netanyahou. Et bien là, ils ont fait la gueule. 80%. Écoute, tu sais que la population d'Israël est en majorité russophone. Je veux dire, le russe. En majorité, mais enfin, en grande. Il y a une bonne proportion, mais pas majoritairement quand même. Écoute, bon, moi je suis pas mal de gens qui vivent là-bas, donc qui travaillaient même pour le service secret israélien, un peu genre Jacques Bod, mais on va dire d'Israël. Et donc, généralement, ces gens-là parlent russe, donc je suis pas mal leur compte. Et c'est vrai qu'ils disent ouvertement que c'est un régime criminel et c'est un régime aujourd'hui qui est, comment dire, un peu comme quand tu demandes aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent de leur président, je veux dire, les gens vivent aussi dans la peur. Et quand tu vis dans la peur, tu ne réponds pas forcément ce que tu penses, je veux dire, aux questions. Donc, entre ce que disent les sondages, entre ce que moi je connais, écoute, en Ukraine aujourd'hui, les gens disent ouvertement on parle de qu'ils ne répondent. On ne parle pas de l'Ukraine. Là, je dis en Ukraine, en Israël, les comptes que je suis, des gens qui étaient au début en tout cas, vraiment, mais je veux dire, c'est vraiment d'Israël de dire totalement, on a le droit de se défendre, on a le droit d'aller bombarder les autres pays quand il y a des terrorismes là-dedans et qui se cachent là-dedans. Il y a des gens, je veux dire, des Israéliens, on va dire, qui sont tout à fait dans cette optique-là. Aujourd'hui, ils disent ouvertement que le pire de ce régime qu'ils disent criminel, c'est qu'aujourd'hui, ils travaillent contre Israël et contre les Juifs. Et que la réputation d'Israël et des Juifs dans le monde entier est impactée par cette affaire-là. Donc, ils peuvent toujours penser que bombarder les voisins, c'est peut-être, on va dire, pas si mal parce que c'est pour notre protection, c'est une chose. Mais de dire qu'aujourd'hui, tout le peuple est menacé par les actions de ce gouvernement-là, qu'ils trouvent, eux, criminels. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Beaucoup de gens. Je veux dire, c'est deux choses différentes. De dire que oui, on a le droit de se défendre, oui, mais... Tu as des manifs pour les otages et compagnie, c'est vrai. Mais... Les otages, aujourd'hui, l'Israël n'a pas d'intérêt que ces otages soient libérés.
Parce que si les otages sont libérés, il faut arrêter la guerre. Si en plus ces otages-là peuvent Netanyahou, il n'a mourir, pas intérêt. on ne Netanyahou, peut pas pas les libérer. Israël. Non, mais c'est vrai, Israël, je parle de l'État, je veux dire, de celui qui est au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des raisons pour faire cette guerre-là. Et aujourd'hui, ça commence à se voir beaucoup trop. Donc, il y a beaucoup de voix israéliennes qui se lèvent, beaucoup plus que ce qu'on croit, qui se lèvent justement pour aller contre. Moi-même, je suis à moitié juif. Donc, quelque part, je tiens des propos en disant que c'est un régime criminel et ce qu'ils font, ça s'appelle, excusez-moi, une extermination. On peut m'accuser d'être antisémite dans ce sens-là. Mais pour moi, la première préoccupation, elle est justement dans le fait que tout ça, ça va nuire énormément au peuple israélien et au peuple juif. Ça va nuire énormément. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont aujourd'hui en opposition de ce régime. Et ça va nuire Rien que énormément, pour ça leur va nuire propre énormément intérêt. au peuple d'Israël, ça va nuire énormément également à l'Occident qui soutient Netanyahou, ça va nuire à tous ces gens-là. Ben, Oui, et, et, et c'est comme ça. Mais là, je te dis, on parle d'une espèce de fanatisme idéologique, parce que là, ça va au-delà de tout raisonnement. C'est comme soutenir l'Ukraine. Ça va, je veux dire, si on raisonne, et c'est ce qu'ils disent des Russes, ils disent, au début, on pensait quand même que face à nous, il y a des gens raisonnables et qui vont pas se faire énormément de mal juste pour soutenir cet État. Et ils ont dit non, finalement, on réalise qu'on ne sait pas jusqu'où. Je veux dire, quand on est face à des gens qui ne raisonnent pas, et quand on est dans un fanatisme, on ne peut pas agir. Aujourd'hui, l'Europe elle-même, elle est en train de se créer de gros problèmes, mais elle ne peut pas céder, tu vois. Donc, c'est la même chose. Oui, aujourd'hui, on fait énormément de mal déjà à soi-même, mais on est dans un tel espèce de roue libre qu'on n'arrive pas à s'arrêter. C'est ça qui est très dommage. Et dans cette affaire-là, que ce soit l'Ukraine, que ce soit Israël, on est trop imprégné dedans et on est en train de croiser notre propre tombeau, mais on n'arrive pas à s'arrêter. Quand je parle de l'Occident, ça va de soi. si, Je pense que tous les projets que Netanyahu est en train de faire et puis remonter un peu l'histoire de l'Israël dès le début, bah écoute, ils font les choses selon le plan, hein, déjà. C'est le plan même bien avant 1948, hein, bien avant la création de cet État. Parce que je me souviens bien qu'on en parlait à l'école ou à la radio, etc. Quand le type là, qui a formé le sionisme, et quand ils sont venus en Palestine cette époque, ils étaient déjà commencé à acheter les terres, hein, à cette époque, hein. Ils ont pensé déjà qu'il y aura justement une patrie pour tous les juifs, hein. Et depuis 1948, ils n'arrêtent pas à s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Et là, l'Occident, surtout les Américains, et le soutien, parce qu'ils ont besoin d'une base dans cette partie du monde. Donc, ils ne vont jamais lâcher. Et que le fait que l'Israël va arrêter un jour de grignoter les territoires arabes et puis opprimer les Arabes, moi, je ne crois pas du tout, parce que c'est dans leur mentalité, c'est dans le soi-disant religion. Euh, je suis, je pense que Philippe a raison, parce que les sondages qui disent que 80%, les Israéliens ne veulent pas vivre avec les Arabes, avec les Palestiniens. Je ne crois pas que Israéliens veulent vivre avec les Palestiniens. Donc, non, ce problème-là, euh, non, mais si, ce problème-là ne va pas ils résoudre. Ils ne veulent pas un État. ils Ils ne sont à veulent pas un 80 État. contre le peuple, la création de la Palestine. Bon, voilà. Voilà. Et jusqu'à maintenant, tous les grands dirigeants arabes et palestiniens qui étaient là, ils ont toujours trouvé un moyen de les éliminer. Donc maintenant, désolé, mais le gouvernement qui sont à Cisjordanie, c'est pas vraiment représentatif. Voilà, donc ce problème-là, ça va traîner encore, je ne sais pas jusqu'à combien de temps. Peut-être jusqu'au le moment que Trump va donner l'argent à Netanyahu pour raser complètement Gaza. Mais est-ce que le comité international va laisser faire? Je n'en sais rien parce qu'en Europe, depuis que je suis en Europe, je vois un sentiment de Euh, culpabilité.
Ils vont laisser faire. Oui. Hein? Parce qu'après la Shoah, hein, on se sent coupable et on laisse faire les Israéliens parce que les peuples israéliens, c'était des victimes de Hitler. Voilà, un sentiment de culpabilité et Netanyahu profite. Avant lui, il y a Sharon aussi. Attendez, Sharon n'était pas un tendre non plus. Hein. Donc voilà, donc il profite de l'occasion. Donc je suis pessimiste pour les Palestiniens. Il faut aussi dire que c'est un sentiment de culpabilité qui est bien entretenu, hein, parce que on a exterminé plus de 14 millions de Russes, je parle des civils, pendant cette guerre-là, et là, il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Le blocage de Leningrad, où les gens mouraient de faim et de froid, de la même façon presque que ce qu'ils meurent aujourd'hui à Gaza, pareil, aucun sentiment de culpabilité. Donc, je veux dire, c'est un sentiment de culpabilité je veux dire, très orienté. Je veux dire, orienté et entretenu. Donc, il ne faut pas quand même trop arriver. Israël, c'est un pays. C'est un sentiment de culpabilité, tu dirais, démocratique. Et ça aussi, c'est une autre question. Parce que regardez bien, je veux dire, aujourd'hui, bah, on a des pays démocratiques aujourd'hui. Les plus grandes démocraties aujourd'hui sont dirigées par des gens qui ont je veux dire, un taux de popularité extrêmement bas. Extrêmement bas. Donc, je veux dire, on a des pays démocratiques qui sont dirigés par des gens que le peuple ne veut pas. Donc, je veux dire, quand on parle de démocratie, ça, je dis vraiment à relativiser. On a constitué tellement d'outils, on va dire, j'ai mis plein de guillemets autour, justement pour préserver la démocratie, qu'aujourd'hui, le seul point principal, donc la démocratie par et pour le peuple, ne fonctionne absolument pas. Et c'est quand même la base. Mais aujourd'hui, on utilise, on va dire, les instruments pour maintenir en place des personnes qu'on dit démocratiquement élues, alors que, excusez-moi, la plus grande majorité ne veut pas de. Donc là, pareil, on a, je veux dire, les systèmes qui a atteint un peu son plafond. On parle de démocratie en disant qu'il faut le changer tous les 4-5 ans et c'est ça les principes de démocratie. Non, les principes de démocratie, c'est quand les dirigeants travaillent dans les intérêts du peuple. C'est ça la base. C'est pas l'effet de les interchanger. Mais bon, écoutez, après, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais moi, c'est une notion de démocratie un peu qui m'effraie. Alors, qui veut rajouter quelque chose? Non? Bon. Alors, nous allons voir Monsieur Trump et Starmer. Alors, qu'est-ce que vous pensez? About it, and I think your situation is very similar. You know, you have people coming in, and I told the Prime Minister I would stop it, and it doesn't matter if you call out the military, it doesn't matter what. Alors, Trump et Starmer, qu'est-ce que vous en pensez de ces individus? Qu'est-ce qu'ils écrit sur leur petite pancarte? C'était quoi? Les technologies, la prospérité du futur, c'est ça? Oui, certainement. Hein. Je ne sais pas. Ouais. Non, non, mais c'est important. C'est important de... Non, non, non. Le deal de prospérité technique. Oui, oui. C'est ça. Donc, je reviens toujours au même point. Avec qui il allait là-bas? Trump? Avec des vendeurs de Boeing? Avec des vendeurs de, je ne sais pas, trucs nucléaires? Avec des bateaux de je ne sais pas quoi? Des avions, des missiles? Non. Il est avec des technocrates. Aujourd'hui, c'est ça. La discussion, elle est autour de la création d'identité et monnaie numérique. On est toujours dans les mêmes points. En 2012, quand on a bien vu qu'on n'allait pas s'en sortir de la crise de 2008, lequel on traîne toujours aujourd'hui, il y avait 3 propositions posées sur la table. Il y avait les biotechnologies, celles qui venaient plutôt de blocs, on va dire, fédéral et comment on appelle ça, on va dire, allez, on va mettre l'avatar britannique. Il y a les Américains qui vont plutôt, encore une fois, je parle d'avatar, je parle de pays, on va dire, de propositions qui étaient plutôt les technocrates. Et il y avait donc le monde multipolaire qui venait de la Russie. À l'époque, la Russie était encore partie du G8. Voyez, il y avait ces trois choses. Et c'est entre ces 3 blocs aujourd'hui qu'il y a toute cette bagarre.
Et à un moment donné, il faut faire, on va dire, des arrangements. Et Trump, il allait là-bas pour finalement faire un coup de, de femme d'une, comment dire, condition légère dans le dos de Poutine. Donc, à un moment donné, on s'associe avec Poutine, donc monde multipolaire et les technocrates pour aller contre les biotechnologies et les mondes, on va dire, fédéral, où tout passe par les central banques entre, comment on appelle ça, identité numérique, monnaie numérique et, je veux dire, une espèce de, comment dire, l'apartheid numérique aussi, où tu auras des gens selon telle et telle chose auront accès à telle et telle chose, ou alors on passe dans un monde de technocrates total où on n'a rien à fiche de tous les progrès biologiques, on est en train de mélanger les gens, les peuples, les races et tout ce que tu veux, ou les mondes multipolaires. Donc Trump a essayé de s'associer avec les mondes multipolaires et il a vu qu'il était trop gros pour lui parce que le monde est multipolaire, il est beaucoup trop gros, donc il va avaler les États-Unis. Donc, du coup, il va aller faire ses petites affaires là-bas. Tiens, ici, le monde technologique, dans ce coup, on les met en avant. Et moi, je dis encore une fois, c'était un coup de bip dans le dos multipolaire, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Il peut faire les C'est deux. comme ça que moi, je laisse faire cet rendez-vous. Et Tatiana, il peut faire les deux, non? Ah non, 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 on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas, parce que je veux dire, c'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas. Parce que le monde multipolaire ne va pas s'associer avec les biotechnologies. Ça, c'est niet, niet, niet. Donc, on peut s'associer avec Trump en disant, mec, écoute, vaut mieux que tu restes vivant, mais parmi les autres, ou alors tu disparais. Bon, visiblement, il espère peut-être que, je sais pas, il pourra peut-être faire quelque chose. Et peut-être dans ce cadre-là aussi, le taux, les faits qu'on a baissé les taux d'intérêt, la réserve fédérale pour les emprunts, peut-être que c'était un bon geste. Peut-être aussi qu'il y avait un bon geste dans le fait qu'on a ratifié les accords avec l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de choses, je veux dire, qui se situent à ce niveau-là. Je sais pas. Mais bon, je veux dire, on connaît les Britanniques, hein, je veux dire, c'est des alliés qui trahissent toujours ses copains, voilà. Donc, et si Trump, il va dans ce sens-là, je donne pas une longue vie aux États-Unis en tant qu'un État, ça c'est sûr et certain. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Michel? En tout cas, je n'avais pas suivi cette information-là, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de sujets par rapport à ça. Donc, je ne sais pas à quoi cela faisait allusion. Quand il disait qu'il a pris des dispositions chez lui aux États-Unis, est-ce qu'il parlait de l'immigration? Il parlait de la De technologie? De quoi l'immigration. parlait-il exactement? C'était avec l'immigration. Avec l'immigration. Avec l'immigration? Ah, OK. Et d'ailleurs, Bon. il a reproché à Starmer d'accueillir plein d'émigrés. Bon. On a vu ce que ça a créé comme problème avec la Corée et sa politique aux États-Unis. Ah oui, Quand oui. ils ont arrêté toutes ces personnes, que finalement on a dit, écoutez, c'est pas grave, si vous voulez, vous pouvez rester. Et les autres ont dit, niet, on rentre. Et, et les milliards qui devaient être investis aux États-Unis, quelque part, ont été freinés à cause justement de ça. Bon, il a sa politique sur l'immigration. Il y a même cette immigration où il faudrait payer une certaine somme pour pouvoir obtenir un visa pour les États-Unis. C'est encore une fois, il voudrait bâtir une immigration à l'image de ce que lui veut, c'est-à-dire que des riches viennent, etc. Et pour les autres, tant pis, comme disait quelqu'un, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais en oubliant que cette misère du monde a été initiée justement par ceux qui sont en train de se plaindre en disant qu'ils ne peuvent pas supporter toute la misère du monde. Ils étaient à l'origine de cela, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. On voit d'ailleurs, par exemple, la pression qu'il est en train de mettre avec le Venezuela, par exemple. Donc, ils ont leur idée de comment les choses doivent se passer. Et tant pis si jamais il faudrait marcher sur des gens. Mais comme je n'ai pas vraiment beaucoup de contexte par rapport à ça, je ne voudrais pas trop m'engager sur quelque chose que je n'ai pas suivi personnellement.
Tu as quelque chose à nous dire? Je n'ai pas trop suivi non plus, mais j'ai vu à la télé ou sur YouTube le banquet. Le banquet, voilà, le banquet que Trump qui a lu un texte long comme ça, Le plusieurs pages, roi. hein. Mais en ce qui concerne cette visite, je suis quand même un peu étonnée le fait que Starmer, hein, qui a réussi quand même à engager le roi, hein, dans cette affaire, hein, c'est qui je suis un peu étonnée parce que si j'ai bien compris, le roi ne gouverne pas et que le roi toujours tient à l'écart. Tandis que là, il a carrément emmené le roi dans ce truc-là. Et il faut pas oublier aussi avant, le fils de roi, le prince Harry, là, le fou là, qui est aux États-Unis, qui était allé en Ukraine. Il était chez son père, soi-disant réconciliation avec son père. Après, il a fait une visite surprise en Ukraine. Et maintenant, en ce qui concerne Monsieur Starmer, Monsieur Starmer, il n'est pas du tout populaire dans ce pays. Pas du tout. Il est dans la même situation que Macron en France. Hein? Même pire. Même pire. Et les Anglais, ils se sont appauvris beaucoup depuis 3 ans et demi. Et les Anglais, la politique anglaise est toujours contre Poutine, mais 2000%. Ils sont contre Poutine encore pire que les Américains, déjà. Hein? C'est, c'est insensé cette histoire. Donc, Trump est venu chez Starmer pour parler d'immigration, et pas seulement pour l'immigration. Ils ont parlé de la guerre en Ukraine. Trump a besoin, Starmer, parce que Trump ne fait pas confiance en bande de guignols de Paris et tout ça. Hein. Donc, il fait confiance à son cousin. Qui sont les Anglais? C'est les cousins des Américains. Les cousins, ils se tiennent ensemble. Voilà, donc, écoutez, moi, j'ai rien à ajouter. Alors, juste une petite précision. Quand on dit que le roi ne gouverne pas l'Angleterre, pas la Grande-Bretagne, enfin, j'en sais rien. Enfin, peut-être qu'il ne gouverne pas officiellement, mais le roi, il fait mieux que ça, il gouverne le monde. Il fait bien partir de cette petite clique de mondialistes. Et il ne faut pas oublier que le Mi-6, les MI6, enfin, je ne sais plus comment on peut les appeler, fait cette petite, comment dire, petite armée invisible qui se situe partout dans le monde, il est sous les ordres du roi. Il n'est pas sous les ordres du gouvernement. Donc, de dire que le pauvre petit roi innocent fait juste, on va dire, un peu, hein? Non, 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 non. Quand on va voir le roi, on va voir plutôt, on va dire, les chefs. De Starmer, il est aux ordres d'eux. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Et qui dit aussi d'être sous les ordres du roi, je parle des M6, c'est aussi d'être sous les ordres de la City. Les deux sont liés. La Grande-Bretagne doit sa grandeur plutôt à la grandeur de la Banque de Londres. Je veux dire, la reine Victoria, s'il a peu d'avoir un tel prestige dans le monde et s'il a pu bâtir ce grand empire, c'est d'abord grâce à la finance et grâce à l'association avec cette finance-là. Voilà. Et c'est d'ailleurs parce que le roi a toujours bien joué le rôle qu'il est toujours là. Mais encore une fois, le fait même que les M6, je veux dire, leurs services secrets sont sous les ordres du roi et pas de gouvernement, veut dire quand même beaucoup de choses. Et de dire qu'on a arrivé à mettre le roi là-dedans, non, 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 non. On ne met pas le roi dans ceci et dans cela. Le roi, il décide lui. Et s'il fallait parler avec Trump et avec toute la clique, vous avez vu qui était à table avec Trump? Je veux dire, il y avait tous les technocrates américains qui étaient présents. Donc, si aujourd'hui le roi reçoit Trump, c'est qu'ils ont des choses bien, je veux dire, au niveau qui est plus important que le niveau d'État à discuter. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et les choses ne sont pas telles qu'on nous les montre. Il y a beaucoup de choses derrière qui se trament, qui ne sont pas du tout au niveau d'État, mais au niveau bien plus important, et ça surpasse les États, qu'il ne faut pas négliger. Dis-moi, Michel, toi, tu es citoyen de Sa Majesté, encore, non? Oui. Oui, par exemple, pour les immigrants qui arrivent au Canada, qui s'installent au Canada, après une certaine période, ils peuvent appliquer pour obtenir la citoyenneté canadienne. Et dans le discours de la citoyenneté canadienne, on fait vœu justement à la couronne. Voilà. Parce Oui, oui. que C'est toujours une,
colonie. Oui. On l'appelle plus sa colonie, mais c'est quand même toujours sous les ordres du roi, tout comme en Australie. Il ne faut pas Bon, l'oublier. sous les ordres, non, pas dans la mesure où le roi existe. C'est plus une autorité morale Une qui est autorité reconnue qui quelque part. dirige, mais qui ne s'expose pas, on va dire ça comme ça. Non, Faut mais pas négliger. Il faut pas négliger Non. l'autorité ni du roi, ni de Vatican. en Je veux Inde dire, s'il y a aussi. des autorités comme ça qui ne se mettent pas en avant, mais qui sont quand même très importants. Non, mais Et l'autorité de la couronne par n'existe rapport au pas. Canada, je ne serais pas aussi affirmatif. Il y a définitivement une autorité morale qui existe, culturelle qui existe, mais plusieurs fois, le Canada a pris des mesures qui n'étaient pas nécessairement dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Donc, on a notre autonomie et on est fiers de cela. Je lisais encore aujourd'hui que 75% des Canadiens sont fiers d'être Canadiens. Et ça, c'est quelque chose qui est là. On reconnaît historiquement l'apport de l'Angleterre, mais en termes de direction, le Canada fait son chemin. Peut-être que je suis naïf. L'autorité du roi, c'est une autorité supranationale. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas, je veux dire, l'autorité du pays. C'est un peu comme l'autorité de enfin, ma jumelle maléfique, Madame Layenne, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc, aussi, son autorité, elle est supranationale. Je veux dire, c'est une autorité qui englobe des choses. On ne peut pas dire que c'est elle qui dirige les pays, mais elle a une autorité supranationale. La même chose, le roi, c'est une autorité supranationale sur plusieurs pays qui font aujourd'hui partir, je ne sais plus comment ça, l'amitié britannique ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais Oui, elle mais existe, il y a une sans être... différence. Madame von der Leyen est en mesure d'engager l'Union européenne. Le roi ne peut pas engager le Canada. Évidemment. Aujourd'hui, Canada, aujourd'hui l'Australie et plein d'autres pays qui sont toujours, font partir toujours de l'amitié du pays Commonwealth. soutiennent la guerre en Ukraine officiellement. Est-ce réellement leur propre choix alors que ça ne joue pas vraiment dans leur faveur? Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sur direction de la Grande-Bretagne. Non, il faut savoir que, tu sais, au Canada, il y a une forte présence ukrainienne, aussi bien celle qui émane de l'après-guerre, mais il y a eu aussi, dernièrement encore, quand la guerre a commencé avec la Russie, il y a plusieurs Ukrainiens qui sont venus, qui se sont réfugiés au Canada. Donc, le Canada, en voulant rester logique avec sa propre politique, participe justement à cette guerre à l'Ukraine. Mais comme je l'ai dit la fois passée, on participe, mais c'est vraiment une participation symbolique comparée aux contributions des autres intervenants. Dis-moi, Michel, rappelle-moi, est-ce que les Canadiens sont allés en Irak avec les Britanniques? Oui, je crois que les Canadiens sont bien allés en Irak. Ouais. Oui. Comme... Les Canadiens souvent suivent un peu la direction que les États-Unis donnent. Oui, puis il y a des moments où on n'a pas vraiment d'accord. C'est à ce moment-là où il peut y avoir des frictions. Donc là, pour le moment, il y a quelques frictions avec nos voisins du Sud. Mais en général, les Américains et les Canadiens s'alignent pour pouvoir travailler de concert. Normal, ils ont le même maître. Pour l'Irak, c'était avant tout parce que les Anglais s'engageaient également. Oui. Et ils ont le même maître, ne l'oubliez pas. Les Australiens également étaient là d'ailleurs. Et il faut vraiment arrêter de penser en termes d'État. La Grande-Bretagne en tant qu'un État n'a rien à voir avec l'État,
Je veux dire, l'État c'est lui qu'on va dire qui n'est pas un État en terre, enfin dire en place, un État qui se propulsait partout. La City, aujourd'hui, elle, excusez-moi, à elle appartient plus de moitié du monde, pour n'a pas dire presque, on va dire 70%. Je veux dire, c'est des États qui sont en dehors de notion d'État. Aujourd'hui, les États-Unis, ils appartiennent, excusez-moi, à la réserve fédérale, parce que c'est elle qui contrôle leur monnaie. On parle d'un État, mais on parle aussi de quelque chose qui est au-dessus de l'État. Les États-Unis étaient un bras armé de la réserve fédérale, on peut dire aussi de on va dire de ce pouvoir financier aujourd'hui qui dirige le monde. Et ce pouvoir financier, il est extérieur aux notions d'État, c'est supranational. Donc, quand les États-Unis et les Canadiens travaillent dans le même sens, c'est pas parce que c'est les États-Unis qui leur imposent, non, parce qu'ils ont les mêmes maîtres. Donc, je veux dire, on continue toujours de dire, oui, c'est pas dans l'intérêt de la France ou de la Grande-Bretagne ou de je sais pas quoi. On est dirigé par des gens qui n'ont pas l'intérêt national. Donc, il faut qu'on arrête à mélanger ces deux notions. L'Occident, aujourd'hui, est dirigé par des corporations et par les maîtres d'argent. Sans argent, aujourd'hui, on n'est rien. C'est ça notre seule puissance, c'est notre seule arme. La particularité qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il existe un gouvernement de l'ombre. Ça existe et ça s'applique dans tous les pays du monde. Il y a la partie visible, je pourrais l'assimiler à un iceberg. Il y a une partie visible qu'on voit, mais il y a une partie souterraine qui existe aussi. Mais au-delà de cet aspect-là, peut-être que je suis naïf, peut-être comme diraient les abonnés de Tatiana, ils diront que je suis un naïf, un rêveur. J'accepte ce titre-là et c'est en tout cas comme ça que moi je vois et je vis la chose. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais en tout cas, c'est ainsi que les choses se présentent de mon côté. MI6, les services secrets de Sa Majesté, on dit bien de Sa Majesté, c'est l'armée de l'ombre qui se situe partout dans le monde. L'espionnage de la Grande-Bretagne, je veux dire, c'est ce qu'on peut dire. On travaille avec les CIA, je veux dire, c'est partout présent. Et je vous rappelle encore une fois, ça ne reçoit pas des ordres de gouvernement britannique. Si ça, c'est pas la preuve que le roi, il a quand même un certain pouvoir dans le monde, je ne sais pas ce que vous voulez d'autre. Je ne sais pas si jamais on peut assimiler le gouvernement de l'ombre comme étant émanant du roi. Non, mais il en fait partie. Il en fait partie. Parce que depuis plusieurs siècles, on va dire, leur royauté travaille main dans les mains avec la City. Donc, c'est ça. Donc, si jamais il en fait partie, ce n'est pas la royauté qui décide. Non, mais il en fait partie. Il en fait partie de ces gens-là qui décident. Donc, Trump, quand il veut vraiment parler d'affaires, c'est pas Starmer qu'il va venir voir. Vous avez dit qu'il y a l'armée de l'ombre. Oui. Bah, je suis on peut d'accord et on peut pas d'accord. Parce que regardez, les députés européens, ils sont 677, quelque chose comme ça. Il paraît que les lobbies, c'est 1500. Donc les lobbies, c'est qui? C'est des soldats de l'armée de l'ombre. Donc ils ne sont pas vraiment dans l'ombre. Étant donné qu'un député européen qui est suivi par 2 ou même 3 lobbyistes derrière. Alors chez nous, c'est pareil. Trump qui est parti voir Starmer et le roi Charles avec le milliardaire Murdoch. Parce que j'ai vu sur le banquet, il était là. Hein? Ouais, Donc, tout ça. vous dites que l'armée de l'homme, il est un peu, des fois, il est un peu pas très l'ombre. Hein? Non, non, mais il n'est pas très l'ombre. Mais enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne s'exposent pas. On expose, on va dire, les présidents ou les premiers ministres. Aujourd'hui, Merz, excusez-moi, l'ancien dirigeant de BlackRock au parti en Allemagne, oui, je veux dire, aujourd'hui, on peut dire que plus ou moins il est exposé
Parce que normalement, je veux dire, les dirigeants de ces grosses boîtes d'investissement ne vont pas prendre ces postes importants, parce qu'à un moment donné aussi, il faut quand même trouver des gens qui sont prêts à sacrifier leur pays dans les intérêts de ces boîtes privées. Mais normalement, les vrais dirigeants de ces, les vrais gens à qui tout ça, ça appartient, oui, on les connaît, on le voit, mais ils ne s'exposent jamais. Ils vont toujours exposer les pauvres, excusez-moi, les pauvres petits acteurs de Pacati qui vont nous faire de jolis petits discours, hein, bien positionnés, bien appliqués avec, comment dire, hein, avec tout ce qui va avec, mais ça ne reste juste des marionnettes, même pas, on va dire. C'est même moins que ça. Voilà. Qui travaillent dans les intérêts de leur maître, pas du tout dans les intérêts des États. Et c'est souvent des sacrés psychopathes, parce que pour être prêt à sacrifier l'État pour lequel, finalement, dans lequel ils se trouvent, pour être sacrifié, je veux dire, jusqu'à sacrifier les vies humaines de cet État-là, il faut être un sacré psychopathe. Ça, c'est sûr. Bon, eh bien, écoutez, mes chers abonnés, c'est la dernière fois que nous nous retrouvons sur YouTube. Pas sûr. Pas sûr. Et on a toujours ma chaîne. Avant d'aller plus loin, je voudrais ajouter quelque chose. Tatiana, tic-tac, le 25 septembre. Oui, je sais. Je te rappelle. Le 25 septembre, oui. C'est bizarre, c'est que la chaîne de Philippe a disparaître. Ah, flûte, hein. Ah, comment on va faire pour en parler de ça? On va continuer sur ta chaîne. Bah oui. Il y a que ça qui reste, hein, tant que j'existe encore. Tant que j'existe, rien n'est perdu. Voilà, eh bien, écoutez, mes chers abonnés, au 25 septembre pour voir le rideau. Voilà. Non, mais rendez-vous sur X, sur Patreon, et puis on ouvrira autre chose aussi. Ouais, et gros merci à toutes les personnes. Et gros merci à toutes les personnes qui participent, qui suivent, qui laissent des commentaires. Merci vraiment de tout cœur. Ça nous permet aussi d'apprendre des choses parce on ne connaît pas tout. On apprend aussi des remarques des uns et des autres. Et ça nous permet aussi de recevoir un feedback. Donc, merci à toutes les personnes. Merci aux remarques, aux critiques qui sont toujours les bienvenues. Et ça nous permet aussi de garder les morales et de continuer dans ce sens, en sachant qu'on le fait d'une façon totalement bénévole, donc pour ma part et pour le vôtre. Voilà, donc je veux dire, on a besoin d'un soutien moral pour continuer dans ce sens. On a besoin de se sentir utile. Voilà. Voilà, donc, moi aussi, je voudrais dire merci à tout le monde et que ce que nous discutons ici, c'est notre avis personnel, hein, uniquement personnel, et pas trop prendre au sérieux parce qu'on s'amuse en même temps. Merci beaucoup. Et aussi, tout le monde peut participer, enfin, normalement. Oui. Je veux dire, si on a encore les moyens techniques pour le faire. Et cette fois-ci, il faudra me joindre sur mon site, qui va être un peu détérioré parce qu'il n'y aura plus de vidéos, et puis sur Patreon. Voilà. Et sur Tipeee, non? Tu ne peux pas envoyer à tes abonnés Tipeee les vidéos? Ouais. Oui, moi, j'en ai pas beaucoup, moi, d'abonnés Tipeee. Ouais, sur Tipeee. Oui, moi c'est le Tipeee qui me fait vivre. Merci, mes tipeurs. Voilà. Parce que j'ai que ça, comme on dit, comme soutien. Voilà. Allez, comme on dit, c'est pas quand. À la revoyure. C'est ça. Ciao, ciao. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France